Avant de vous laisser plonger dans cet épisode, j'aimerais vous parler d'un vrai coup de cœur, les carnets de transmission de main en main. Imaginés par Charlotte Ligny, ces carnets sont bien plus qu'un simple carnet. Ce sont de véritables écrins d'histoire, de souvenirs, d'amour. Le principe, vous l'offrez à une personne chère, un grand-père, une amie, une marraine, et elle y raconte sa vie à travers une multitude de questions sur son enfance, sa jeunesse, sur ses rêves, ses goûts, ses moments marquants. J'ai offert ce carnet à ma maman, et quand elle me l'a rendu une fois complété, c'était un moment très émouvant, d'autant que nous sommes assez pudiques dans la famille. Mes enfants l'ont dévoré. Découvrir leur grand-mère à travers ses mots, ses souvenirs, ses émotions, c'était très intense pour eux. Un vrai shoot d'amour et de transmission. Et comme cet épisode parle justement de transmission, et notamment du lien entre Marine, notre invitée, et sa grand-mère, on s'est dit que cette idée faisait sens et allait forcément vous toucher aussi. Pour découvrir les carnets de main en main, rendez-vous sur Instagram, @carnet_de-main-en-main ou sur leur site carnet-demem.com. Je vous laisse maintenant savourer l'interview lumineuse de Marine Barnerias au micro des Audacieuses. Un échange rempli d'émotions, de sincérité et de belles idées pour être toujours plus audacieuse. J'espère qu'il vous touchera autant qu'il m'a touchée. Belle écoute à tous. Alors, bienvenue à tous. On est très très heureuse de vous accueillir ce soir pour cette 8e édition. Waouh, 8. C'est cool. On est très heureuse, surtout qu'on est très bien accompagnés. On va la faire rentrer dans quelques instants, mais notre audacieuse du soir, vous le savez, c'est Marine Barnerias, et on a hâte de l'accueillir et j'espère que vous lui ferez une entrée digne de ce nom. En tout cas, on voudrait remercier déjà avant tout aussi We Are, ce lieu qui nous accueille. We Are, c'est une maison unique qui réunit les talents des industries créatives et digitales. Et c'est une communauté qu'ils animent aussi et qui fait rayonner la création française. Donc vous êtes dans un endroit très sélect et on est très heureuse de vous ouvrir ces portes grâce aux Audacieuses. On remercie aussi particulièrement BPI France, notre sponsor depuis maintenant 3 éditions. Donc merci pour votre confiance. Le média Big Media qui nous accompagne, qui vise à inspirer, informer et engager la grande famille des entrepreneurs. Merci beaucoup. Alors certains connaissent ce concept, sont des habitués, mais certaines sont nouvelles ici. Donc avant qu'on se présente les unes les autres, on va dire un petit mot sur les Audacieuses. Les Audacieuses, déjà c'est l'histoire d'une rencontre. Donc on est très heureuse d'être là ensemble ce soir parce qu'on n'aurait peut-être pas imaginé ça il y a 1 an, quand on a 1 an et demi maintenant, quand on a lancé les Audacieuses. C'est l'idée d'allier nos forces, d'être convaincu qu'on avait envie de parler des sujets qui comptent, les piliers, famille, couple, business, en saupoudrant tout ça d'audace. Et on aimait surtout l'idée de se réunir en vrai, tout ensemble, et de parler d'audace, ça insuffle l'audace. Donc on espère vraiment que vous repartirez boostés. Eh bien voilà, qui sont ces Audacieuses ? Je laisse Swazik se présenter. Avec plaisir. Bonsoir à toutes et à tous, parce que nous avons au moins un homme ce soir parmi nous, une exception. Je suis Swazik Castelnerac. Donc moi, je suis la créatrice d'Amour Toujours Média, le média du bien-être amoureux. Donc si vous êtes en couple, vous allez filer, vous abonner, parce que c'est une mine d'inspiration et d'idées simples et efficaces pour mettre de la joie, de la vie et de l'amour au sein de votre relation. Donc moi, je suis vraiment, mon leitmotiv, c'est me dire que oui, l'amour peut durer toujours. C'est un travail, c'est pas forcément facile, c'est un défi, mais vraiment c'est possible. Et je crois que c'est vraiment quelque chose qu'il faut dire et redire, parce qu'aujourd'hui, il est bien plus facile et bien plus accepté de se séparer plutôt que de lutter et d'être heureux en couple. Donc voilà, moi c'est l'idée à travers le média, et maintenant je suis plus toute seule, mais que je veux mettre en avant et que je veux défendre. Et j'ai un podcast qui s'appelle Au cœur du couple, que j'anime avec Marie-Lise Richard, qui est psychologue et thérapeute de couple, où là on va davantage sur les problématiques du couple, et c'est ça qui m'a emmenée dans ce trio, puisqu'on est toutes les 3 podcasteuses, et voilà, c'est avec ce podcast que j'ai rejoint les Audacieuses, mais voilà, avec la facette couple. Donc j'adore interviewer nos invitées audacieuses sur leur vie de couple, et ce soir je pense qu'on va se régaler. Merci Swazik pour la présentation complète. Moi, pour celles qui ne me connaissent pas, je vous souhaite déjà la bienvenue ce soir dans ce magnifique lieu, comme l'a dit Céline. Moi,
Moi, je m'appelle Laura, je suis mariée, je suis maman de 2 enfants, je le précise parce que ça prend beaucoup de place dans ma vie. Et dans la vie, moi, j'ai plusieurs casquettes, mais la principale, c'est que j'aide les CEO, les entrepreneurs à prendre la parole sur leurs réseaux sociaux, notamment sur LinkedIn, à développer leur marque personnelle. C'est vraiment, si vous êtes entrepreneur aujourd'hui, je vous conseille le réseau LinkedIn parce qu'il y a énormément de business à créer justement. Et l'objet de mon association avec les Audacieuses, c'est que je suis la créatrice du podcast L'Aléa depuis 5 ans. C'est le podcast pour devenir acteur de sa vie malgré les aléas tout en préservant son bien-être, puisque je pense qu'à partir du moment où on ne s'écoute pas, où on ne se connaît pas et on ne prend pas soin de soi, il n'y a pas beaucoup de choses qui sont possibles dans la vie. Et voilà, et je suis très heureuse d'être avec vous ce soir. Je suis Céline Ferrari, j'ai créé le podcast 1, 2, 3 pépites sur le thème de la famille où j'ai interviewé plus de 50 parents inspirants et ce rôle-là m'a vraiment donné le goût de l'interview et donc depuis 4 ans je fais beaucoup d'interviews et j'adore ça, poser des questions, faire réfléchir, créer des émotions, que ce soit en podcast, en vidéo ou aussi et surtout en format live. C'est pour ça que j'aime autant ce rendez-vous. Une des valeurs qui est importante pour moi, c'est évidemment la famille. Celle d'où je viens. J'ai même ma sœur qui est là ce soir, petit big up. Donc voilà, valeur famille très forte. Et puis valeur famille aussi vers la famille que j'ai créée. J'ai 3 enfants avec Nicolas. On vit à Londres depuis 2 ans et je crois que c'est un des rôles les plus forts de ma vie et aussi le plus challengeant. Mais quel bonheur. Donc voilà, sacrée aventure de vivre ensemble depuis 2 ans à Londres. Je suis très heureuse d'être là et j'ai hâte de poser toutes mes questions à Marine. Dans cette présentation, on va aussi accueillir Estelle, qui est la représentante Big Media ce soir. Je te laisse le micro. Bonsoir à tous. Déjà, je suis très très heureuse d'être là avec vous parce que la rencontre avec Laura, Céline et Swazik est assez particulière parce qu'on les écoutait beaucoup et en fait, on a la même ADN. C'est l'idée de raconter des histoires, mais de manière très positive parce que nous, chez Big Media, notre volonté, c'est vraiment de montrer l'entrepreneuriat de manière très positive, très inspirante. Et en fait, quand je les écoutais, j'étais toujours hyper inspirée derrière, que ce soit dans le couple ou autre. Et en fait, ce partenariat s'est fait de manière très naturelle parce que voilà, l'ADN de Big Media, ce que disait Céline tout à l'heure, c'est engager, informer, donner un ton positif à l'entrepreneuriat parce que c'est pas évident, surtout dans ce contexte aujourd'hui. Et je pense que le positif apporte le positif. En tout cas, c'est nos valeurs chez Big Media. Donc, je suis ravie d'être là. J'ai eu la chance de parler un petit peu avec Marine. Donc, Marine, en parlant avec toi, j'ai une phrase qui m'est venue vraiment tout de suite en tête. C'était de se dire que le courage et la réussite se construisent chaque jour. Et en fait, c'est ça qu'il faut retenir de l'entrepreneuriat. Merci à tous. Alors nous, ce qu'on aime aussi, c'est de vous recevoir dans des beaux lieux, mais on aime aussi vous gâter. Donc, on va prendre le temps de présenter nos partenaires, des fidèles partenaires et des tout nouveaux aussi. Vous allez voir, on en a pas mal et vous allez retrouver dans votre tote bag un assortiment de tous ces partenaires. Le premier, évidemment, vous le voyez sur nous, fidèle partenaire, c'est Balzac qui nous habille pour pas mal d'éditions, avec quand même Céline qui est dans l'imprimé typique de chez Balzac. Ensuite, je pense que vous l'avez vu, on a tout un joli collier avec le mot rose. Et ça, c'est la Môme Bijou qui est partenaire ce soir des Audacieuses. Alors la Môme Bijou, c'est un concept notamment où vous pouvez décider du mot que vous voulez porter. Et nous, ce soir, en partenariat avec eux, on voulait porter ce mot pour rappeler que c'était le mois d'octobre rose. Et on est contente d'être l'image ce soir de cette belle mission que porte Octobre Rose. Pour info, quand vous achetez ce collier rose, tous les bénéfices sont reversés à l'association de lutte contre le cancer du sein. Mais vous pouvez aussi aller voir Isabelle dans son atelier et elle crée le mot que vous voulez. Un exercice qui est quand même assez fameux de chercher le mot
qui vous définit ou que vous voulez porter pour parler aux autres. Voilà, c'est vraiment un exercice très intéressant à faire. Donc merci beaucoup la môme. Alors après, on a de la chance d'avoir quelques créatrices ce soir. On a Clotilde qui est la créatrice de Burly. Alors, je suis contente parce que Clotilde est varoise aussi. Moi, je viens de Toulon et donc on est voisines toutes les deux. On s'était jamais vues avant, donc l'histoire est sympa. Et c'est vraiment une marque de mode féminine. Elle a trouvé son inspiration chez sa grand-mère qui s'habillait peu mais bien, et donc elle a voulu créer une ligne de vêtements matière 100% naturelle et durable. Donc évidemment, chez Amour Toujours, ça nous plaît. Elle confectionne aussi des bijoux et ce soir, avec ces tissus, elle vous a confectionné. C'est unique. Vous avez tout un chouchou comme ça dans votre sac. Donc merci beaucoup Clotilde. On a aussi Anne-Claire qui est avec nous, qui est la créatrice d'Alzette que vous n'avez pas pu manquer puisque c'était sur tous vos tote bags. Alors vraiment, on la remercie parce que les tote bags, elle n'en avait pas encore parce qu'elle vient de reprendre tout juste la marque. Et donc, elle a fait faire des tote bags, notamment pour cette soirée des audacieuses. Donc, Alzette, c'est la marque référence des vestes et des gilets de berger qui sont revenus quand même très à la mode, on peut le dire, pour femmes et pour enfants. Et donc, ce qu'ils aiment, c'est aussi aller sourcer, bien évidemment, les belles matières. Je vous invite à aller découvrir cette belle marque. On a Loire aussi qui vous gâte. Malheureusement, Pauline a eu un contretemps. Elle n'est pas avec nous ce soir. Mais vous connaissez sûrement toute cette marque de prêt-à-porter pour bébés et pour enfants et qui vient de sortir une ligne pour femmes qui est clairement canon. Donc, merci Pauline. Et puis Bab Zakao, vous avez des petites douceurs. Laura a pris son petit pot et je lui dis mais tu seras bien dans le canapé avec ton homme avec ses petites douceurs. Donc voilà, à déguster à deux. Bab Zakao, c'est un artisan chocolatier avec du chocolat, ce que j'ai vu, du cacao de qualité, bien sourcé dans le respect de l'environnement et des hommes et des femmes qui le cultivent. Donc un grand merci à toi Margot. Et moi, je vais présenter aussi mes partenaires. Donc, on a tout d'abord Night Hawks qui vous régale ce soir avec une gamme de cocktails prêts à déguster avec et sans alcool. Donc, vous allez pouvoir goûter tout à l'heure, juste après le talk. C'est absolument délicieux. On a Emily Spilo. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la marque de soie qui prend soin de vos cheveux, de votre peau, de votre sommeil. Vous offre ce magnifique masque de nuit. On a Et moi, des vêtements qui disent je t'aime et des bijoux qui disent je t'aime avec ces magnifiques boucles d'oreilles. Et on a Pâquerette aussi, une app, vous retrouverez un petit fascicule dans votre sac c'est une application qui vous offre 3 mois pour prendre soin de vos émotions. Vous trouverez des méditations, plein d'autres choses pour vous apaiser au quotidien. Et enfin, Burning Bar, je vous enverrai le bon juste après en fait l'événement qui vous offre, si vous ne connaissez pas, une séance de hot pilates. C'est un lieu très haut de gamme à Paris, magnifique. Pour la petite anecdote, Caroline Receveur vient toujours dans ce studio quand elle vient à Paris. Voilà, donc mais c'est vraiment très très sympa, très très beau. Donc j'espère que vous prendrez du plaisir. Alors la liste n'en finit plus. Moi aussi, je vous présente les partenaires, mais vous voyez, ça fait vraiment une belle ribambelle de partenaires. Marlette, évidemment, Marlette qui a beaucoup soutenu mon podcast et qui aujourd'hui nous accompagne sur les audacieuses. Ce sont des préparations pâtissières et en fait l'idée finalement, c'est que vous reproduisiez l'effet coffee shop, mais chez vous. Donc voilà, c'est la promesse. Et c'est toujours très sympa. Et en tant que maman un peu speed, c'est toujours aussi sympa de piocher là-dedans. Et ensuite, Jolie Mama, marque de nutrition pensée notamment pour les femmes enceintes et allaitantes. Et les produits, je peux vous dire, ils sont sains et gourmands. Et cette crazy nut à la petite cuillère. C'est incroyable, incroyable. Manucuriste, spécialiste du vernis à ongles green et clean. Et là, j'ai bien aimé, je leur ai dit, mais vous avez une gamme enfant aussi, on peut pas se faire un petit duo. J'aime bien gâter les mères, mais bon, un petit truc pour vos enfants aussi. David Lucas, qui nous a sublimé, coiffeur parisien, créateur reconnu pour son approche élégante, naturelle et sur mesure, qui vous offre un shampoing poudre. Donc hyper facile à transporter, léger et de belle qualité. On a aussi Nanja qui est ici aussi par ici, créatrice qui a créé Bleu Blanc Louve, un moteur de recherche finalement, idée cadeau. Vous savez pas quoi offrir, vous mettez toutes vos infos et de la grossesse à 12 ans, vous aurez la meilleure idée selon ce que vous aurez rentré. Merci. Et Nanja nous a mis dans le tote bag des jolies enveloppes et paquets cadeaux que vous pouvez vraiment ajuster selon la taille de votre cadeau. Donc elles sont toutes jolies.
et très utile, j'en suis sûre. Et elle aussi qu'on remercie, qui a fourni des magazines qui ne sont pas encore arrivés. Donc on s'arrangera pour vous les mettre pendant le cocktail si on y arrive, mais on y croit encore. Nous, on y croit tout le temps chez les audacieuses, donc il va arriver pendant le cocktail. Amour toujours, avec Swazik, cette créatrice incroyable qui prône l'amour matin, midi et soir et qui nous a fait un stylo pour écrire des mots doux à votre amoureux ou pour noter. Pour tout vous dire, on les a fait pour nos 20 ans de mariage. Ah bah voilà. On a fait une fête et donc on avait fait des crayons et je me suis dit, je savais qu'on n'avait pas de crayons pour l'édition. J'ai dit allez, j'en fais 50 de plus et ce sera pour les audacieuses. Donc le perdez pas parce que c'est en édition limitée, hein. Ça ne sera pas refait. On a aussi un carnet BPI Big Media. Oui. Voilà, qu'on va rajouter à cette panoplie. Je crois que là maintenant, vraiment, on aime prendre le temps pour les partenaires, mais bon, il a place au talk. Je vais vous demander un big clap pour Marine qui nous rejoint sur scène. Sur ce fauteuil qui t'attend, Marine, bienvenue. Bonsoir. Ouais, Marine. C'est le feu votre truc là. Oui, ça y est, on y est. Moi j'étais au bout du truc, je me suis dit mais déjà c'est girl power time. Il y a que des femmes. J'adore. C'est mon premier événement et que des femmes. Mais je pense que vous avez tout dit. En fait, j'ai rien à dire là, je crois. On a beaucoup de questions, Il y a Marine. tellement de choses qu'on doit faire avec ce sac et ce tote bag que je pense qu'on peut rentrer chez soi ce soir maintenant là. Non, pas du tout. Tu n'y échapperas pas. On a un bon 3/4 d'heure tout ensemble. Ah ouais, c'est sûr. On a chacune nos questions, vous l'avez compris, hein, Madame Famille, Madame Couple, Madame Business et Je vais être en thérapie là en fait, c'est ça? Voilà, à peu près. Avec un public bienveillant et génial. Okay. Et ensuite, bien sûr, vous aurez aussi la parole. On vous garde un temps évidemment de questions-réponses, donc n'hésitez pas à les garder bien au chaud. C'est parti, on y va, Marine? Je te fais confiance, je te suis. Juste petite information, je n'ai pas forcément préparé. Donc, ce qui est bien, ça va être de l'impro. Mais moi, c'est ce que je préfère parce qu'il n'y a pas de réflexion, en fait. Parfait. Il n'y a que de l'action. Et c'est ça qui donne souvent les meilleures interviews. Alors ça, je sais pas. Je te donnerai une note à la fin. Okay. Une petite présentation quand même pour celles qui te connaissent pas forcément. Comment tu te présentes aujourd'hui? Déjà, merci à vous trois les filles parce que je connaissais absolument pas les audacieuses. Merci à vous toutes aussi de vous être déplacées ce soir parce qu'un jeudi soir, il y a peut-être plein de choses à faire aussi. Donc moi, je me présente. C'est une question qui est assez compliquée pour moi, mais j'aime bien dire que je suis une amoureuse des gens. J'aime tellement les gens que j'ai fait un métier qui permet de raconter leurs histoires ou du moins une partie de leur vie. Et donc moi, j'aime bien raconter des histoires et j'aime bien raconter des histoires qui, j'espère, auront un impact dans la vie des gens. Voilà comment je pourrais me présenter aujourd'hui. Merci, ça me parle complètement. Marine, donc je te propose un retour en arrière, peut-être pour que tu nous présentes finalement dans quel contexte tu as grandi. Moi, j'aime toujours savoir, je pense que c'est très éclairant aussi pour savoir qui tu es aujourd'hui. Quel a été ton contexte familial ? Alors, contexte familial, je sais pas si ici il y a des enfants. Est-ce qu'il y a des enfants ? Le but, c'est que ce soit quand même un peu interactif, je trouve. Vas-y. En fait, on n'est pas beaucoup. On peut échanger ensemble, c'est ce qu'il y a de mieux, parce que sinon, s'il y a des spectateurs et des acteurs, c'est un peu chiant, autant qu'on se réunisse tous ensemble. Est-ce qu'il y a des gens dans la salle qui sont des enfants de divorcés ? Ok. Ah, pas tant que ça, c'est chouette. Pas beaucoup, il y en a 5, 6. Moi, je suis une enfant de divorcée, c'est pas une étiquette qui a été sur mon front, évidemment pas, mais ça conditionne quand même un voyage. Ça conditionne une manière de voir la vie, des angoisses, des peurs, des doutes. Et donc, moi, ça a été un petit peu mon enfance. Ils ont divorcé quand j'avais 5 ans. Et après, je suis partie en pension. Et j'avais soif déjà, très jeune, de découvrir d'autres univers. Bon, je me suis fait virer aussi de mon collège. C'est aussi peut-être pour ça que j'avais soif d'aller voir ailleurs. Mais ça m'a donné, en fait, le fait de me faire virer d'un lycée très, on va dire, très dans les règles. Versailles, s'il y a des petits Versaillais ici, ils connaissent, hein. Avec, voilà, un collège très catholique, avec une manière de voir la vie qui était leur manière de voir la vie et que je ne critique absolument pas. Mais quand nos chemins se sont séparés de cet établissement, je suis partie en pension dans le Nord et après je me suis dit mais c'est incroyable la diversité et c'est extraordinaire de voir juste à côté de chez soi à quel point on peut vivre différemment. Et donc je suis partie à Compiègne, après je suis partie à Amiens, après je suis partie à Lille et après je suis partie à Marseille. Et comme j'avais des racines un peu bretonnes, il y a que l'Est de la France que j'ai pas fait. Lyon, évidemment, plein d'autres villes. Mais en découvrant un petit peu le nord de la France et le sud, et en ayant des racines bretonnes, j'ai l'impression que j'avais un peu d'ingrédients de tous les côtés pour me dire ok, maintenant, tu peux te lancer. Et alors, ce contexte familial, quand même.
Là, tu Donc- m'as amené dans toute la France, génial, j'adore. Mais parents divorcés. Alors là, on rentre dans le dur. Bah ouais, dans le dur, moi j'y vais Ok. direct. Tu as une sœur, je crois. J'ai une petite sœur qui a 2 ans de moins que moi, qui aujourd'hui a 30 ans. Et quel est ton rapport à ta famille aujourd'hui? Parce que je crois que ça évolue aussi pour toi. Je pense que mon rapport à la famille, évidemment, quand on a 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans, il évolue. Moi, je pense que j'ai un rapport à ma famille qui a énormément évolué. Je pense qu'au début de ma vie, j'étais vachement j'étais dans une combativité pour exister. T'es dans le combat, t'es dans la colère aussi, parce que tu comprends pas pourquoi les chemins se sont séparés. Et t'es aussi j'ai grandi un peu avec ça. J'ai eu beaucoup d'amour, évidemment, j'ai pas eu de problème là-dessus. Mais j'ai grandi quand même assez seule, même si j'étais dans un collège qui pouvait avoir assez de moyens. Moi, j'étais la seule où j'étais dans un HLM et mes copines, elles rentraient dans des magnifiques baraques. Et moi, je me disais, mais punaise, pourquoi je suis différente? Pourquoi j'ai pas le sac? Pourquoi j'ai le vieux sac Leclerc avec pas la marque Ispac à l'époque? J'avais pas le petit sac comme ça que toutes les nanas avaient sur le petit bras un peu stylé. J'avais le truc Carrefour avec les paillettes qui s'enlevaient là. Et je me disais, mais je suis différente, c'est chiant. Comment je vais faire pour faire ma place? Tu le voyais pas comme une force Pas du à tout. ce moment-là. Et en fait, c'était dans mon prisme, c'était mes croyances, c'était ma manière de voir les choses. Et en fait, le fait de partir, j'ai évidemment gardé toutes ces amies que j'ai toujours et qui sont toujours des piliers dans ma vie, mais ça m'a permis de me dire, mais je peux exister différemment. Et pour revenir sur ta question sur la famille, je pense que c'est normal que on a des étapes dans notre vie. Au début, nos parents, on les considère comme des super-héros. On a peut-être pas pour certaines d'entre vous, mais on peut se dire, on a un modèle. Il nous montre un modèle, il nous montre une manière de voir le monde, de voir la vie. Et après, on grandit, on se dit, mais je déteste comment il voit le monde, en fait. Mais il est complètement out of the box, le mec. Et donc, t'es dans le conflit. T'as envie de le faire bifurquer dans tes propres croyances. Et plus tu grandis, je trouve, plus tu t'accomplis, plus tu les acceptes, et plus ça devient une force, et plus tu pardonnes des choses. Et c'est ça aussi que je trouve intéressant, c'est l'accomplissement de soi-même amène un regard de paix et un partage avec ses parents que tu peux pas forcément avoir quand tu es dans le conflit déjà avec toi-même. C'est vraiment aussi lié à une maturité et un temps qui s'écoule, je pense. Donc tu passes quand même, tu me disais peut-être du combat à quelque chose de plus apaisé. Je trouve que ce qui est finalement audacieux dans ce que tu partages, c'est presque la notion de pardon. Ça nécessite beaucoup d'humilité peut-être pour ça. Le pardon, il a pris du temps. Parce qu'au début, la colère, elle est bien présente pour plein de raisons qui sont de l'ordre de l'intime que vous avez toutes aussi dans votre cœur à des moments de votre vie. Et la colère, c'était pas que en lien avec mes proches et ma famille, elle était aussi en lien avec ce qui a pu m'arriver dans ma vie. Et j'étais en colère sur plein de choses, en fait. J'étais dans le combat. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un moment où, quand tu grandis, je fuis cette colère. Parce que cette colère, elle te laisse par terre. Elle te crée de la jalousie, elle te crée de la comparaison, elle te crée de l'anxiété, elle te crée plein de choses. Et après, j'ai juste identifié, si on est sur la casquette famille, il faut m'aider sur famille, cœur, ok, boulot. Peut-être un déclic, en tout cas, qui t'a permis de passer du combat à la paix. Je pense que je me suis rendu compte que j'avais besoin de dire aux personnes qui m'avaient le plus aimé. Moi, je suis pas encore mère, j'ai pas encore donné la vie, contrairement à vous trois et à beaucoup de femmes qui sont là ce soir. Et donc, je pourrais jamais avoir la prétention de dire ce qu'on ressent quand on est mère ou quand on est tout simplement un parent qui a donné la vie à un enfant. Et donc, je pense que j'aurai un autre discours encore. Quand j'aurai donné la vie, j'aurai un autre discours quand je serai grand-mère, quand je serai arrière-grand-mère, peut-être que je serai morte avant, Inch'Allah, je sais pas. Mais je pense qu'à un moment donné de ma vie, avant peut-être de donner la vie, moi, j'ai eu besoin de dire, en fait, je te pardonne. Et de pardonner, moi, ça m'a apaisée. Et ça a rebattu un jeu de cartes, ça a recréé des nouvelles relations et ça a fait un nouveau départ. Je sais que tu m'avais dit que tu voulais être à ta place d'enfant pour devenir une meilleure femme. Exact. C'est génial d'être un enfant, non? En fait, on perd cette insouciance dès qu'on grandit un peu. Et est-ce que tu peux me dire finalement qu'est-ce que ça veut dire et comment ça a changé ton rapport justement peut-être à tes parents? En fait, encore une fois, ça dépend des histoires et chaque histoire est très personnelle. Et moi, je pense qu'à un moment donné, quand tu es un peu dans quelque chose où tu te mets dans une case de survie, tu te mets un peu, on devient les parents de nos parents. Ça nous est tous arrivé à un moment donné d'avoir envie d'être le parent de nos parents. Mais on n'est pas le parent de nos parents. On n'a pas demandé, ils nous ont rien demandé. Et
c'est cette notion-là que j'ai découvert il y a très peu de temps, il y a à peu près 2 ans, donc c'est très récent, où je me suis dit, mais en fait, moi, je veux redevenir enfant. Je veux être l'enfant de mes parents. Je veux rester à ma place d'enfant, parce que c'est la meilleure des manières de fructifier ce que je suis en train de produire aujourd'hui, ce que je suis en train de faire. Et de pas me mélanger à travers différentes casquettes, et de garder cette casquette de, je suis l'enfant de mes parents, et j'inverse pas ce rôle. Et ça m'a fait du bien. Chacun sa place. Chacun a sa place, et aussi c'est aussi remettre cette notion de respect que je pense que j'avais un peu perdu. Je m'étais éloignée parce que parfois dans notre vie, dans notre trajectoire, on peut avoir des choses où on se dit mais ça c'est pas, on peut s'éloigner de ce dont on a peur. On s'éloigne d'une personne souvent quand elle nous effraie. La preuve, on peut regarder aujourd'hui, on va pas rentrer dans la politique, mais on peut regarder, c'est la peur qui génère tout. Et donc on a peur de divorcer, on va divorcer. On a peur de pas être aimé, on va pas être aimé. On a peur d'être isolé, on va être isolé. On a peur de pas avoir de potes, on va pas avoir de potes. Nos peurs sont génératrices de choses qui nous arrivent dans notre vie. Et donc, j'ai eu envie de couper ça. Et donc, voilà. Je sais pas si j'ai répondu à ta question. Mais merci de t'être livré en tout cas sur le fait qu'en effet, parfois la famille, on le sait, ça peut être pas tout rose, pas facile et qu'il y a un chemin à faire pour pouvoir grandir et être plus apaisé. Quand je suis arrivée ici, j'aime bien regarder les bouquins qui sont exposés. Bon, j'en ai piqué un en bas. Mais parce que il y a un homme que j'adore. Tu me parlais de l'âme d'enfant. Moi, je me considère comme un enfant de 5 ans. J'ai l'impression d'avoir une insouciance. Je développe j'essaye de cultiver cette insouciance parce qu'elle s'envole très rapidement. Et j'ai une phrase, moi j'adore Charlie Chaplin. Et il y a une phrase qui dit, et j'ai juste envie de vous la lire ce soir. Le jour où je me suis aimée pour de vrai, j'ai compris que ma tête pouvait me tromper et me décevoir. Mais si je la mets au service de mon cœur, elle deviendra un allié très précieux. Et en fait, cet homme, il est resté enfant toute sa vie derrière ses combats. Et je trouve que c'est une belle phrase pour parler de cette âme d'enfant qu'il faut cultiver. Merci, voilà. Merci et de suivre en effet son cœur, la voix du cœur. Merci Marine. Marine, si on passe un petit peu sur la partie image, on n'est pas sur le business pur avec moi en plus, parce que comme je te disais, moi je suis vraiment sur la notion d'alignement, de trouver sa raison d'être, de se trouver beaucoup plus que sur du business pur. Je pense que ça a beaucoup plus de valeur à long terme. Je pense que peu de personnes me contredira ce soir. En 2015, à 21 ans, dans tes jeunes années, tu es diagnostiquée d'une maladie, la sclérose en plaques, un aléa qui aurait pu te freiner, et pourtant tu choisis d'en faire une force, tu choisis de partir explorer le monde. À ton retour, tu crées ton film Rosie, tu crées ta boîte de production il y a tout juste 2 ans. Tu t'apprêtes, pour celles qui ne sont pas au courant, à présenter une émission avec Frédéric Lopez, quand même, donc bravo pour tout ça. Moi, mon podcast s'appelle L'Aléa. J'étais obligée de revenir avec toi sur cet aléa qui aurait pu finalement te freiner et que tu as transformé en moteur créatif, entrepreneurial, et j'ai tout simplement envie de savoir finalement comment, pour celles qui ce soir aussi traversaient des imprévus, des embûches. Bravo toi déjà pour tout ton cheminement que toi t'as fait dans ta vie aussi, parce que je trouve que d'avoir osé parler de ces imprévus qui arrivent sur notre chemin. Le mot aléa, il t'appartient, il est magnifique et c'est le tien. Je trouve que dans aléa, parfois, on peut rester sur le quai. C'est-à-dire que l'aléa, pour moi, est toujours accompagné de quelque chose qui est moteur, qui est transformateur, qui t'accompagne à un endroit que tu n'aurais jamais imaginé de ta vie. Et c'est ce que tu fais dans ton podcast, en donnant la parole à ces personnes et en montrant en fait un chemin qui est un peu différent. Pour revenir sur ma petite histoire, je pense que dans la salle ici, et vous trois qui êtes là, vous avez monté les Audacieuses. Je pense que toi qui gères aussi BPI, Big Media, t'entends des histoires tous les jours très inspirantes. Et puis pour toutes les marques que vous avez citées au début et toutes les femmes qui se sont déplacées ce soir, je pense que l'imprévu, c'est un mot qui fait partie de la vie en fait. Tout le monde en a. Donc, ok, moi, bingo, j'ai eu la sclérose. Ok, il y en a une, elle va divorcer alors qu'elle vient de se marier. Ok, il y en a une, sa mère, elle vient de décéder. En fait, c'est la vie avec un grand V. Et moi, je pense qu'à l'époque, je la voyais en tant que, dans cette notion de combativité, j'étais en combat aussi avec la vie. J'étais en combat avec elle. Et j'acceptais pas ce qu'elle me mettait sur mon chemin que je ne contrôlais pas. Là, il s'avère que la sclérose en plaques, maladie neurodégénérative, la meilleure maladie, parce que c'est la pire au monde, parce que c'est juste après les accidentés de la route, c'est celle qui cause le plus de handicap. Donc, on peut perdre la vue, l'usage d'un bras, d'une main, d'une jambe. C'est une maladie qui beaucoup de Français portent, principalement des femmes. Et aujourd'hui, en fait,
je la remercie d'être entrée dans ma vie. Je pèse mes mots en disant ça parce qu'encore une fois, cette maladie que j'ai appelée Rosie, je réussis aujourd'hui à cohabiter avec elle. Mais il y a énormément d'histoires qui sont différentes. Il y a énormément de patients qui souffrent au quotidien de cette pathologie. Donc, ce que je dis m'appartient. C'est pas un message ou c'est pas une morale que je veux donner sur la maladie. C'est très important. Et par rapport à ma maladie, elle est arrivée en 2015, comme tu le dis très bien. J'ai perdu la vue des 2 yeux. Et au moment où je perds la vue, je suis encore dans le déni. Je dis, mais jamais de la vie, j'en parle. Non, mais toi, roule ma poule, tout va bien, t'inquiète. Sauf que je perds la vue une 2e fois, 1 mois après. Donc là, je me dis, la maladie veut vraiment me dire quelque chose. C'est le début d'une nouvelle vie qui a commencé à ce moment-là. C'est la première fois de ma vie que j'ai commencé à m'écouter. Je m'écoutais pas parce que un boss où je devais faire un objectif, où j'avais un rendu à rendre, où j'étais contraint par des choses dans une entreprise. Je m'écoutais parce que j'avais une voix et j'avais une intuition un peu animale qui me disait « faut que tu bifurques là, ça va pas, ta vie, ça va pas ». Et je suis partie vivre un voyage où je me suis dit « j'ai un corps qui est en train de me lâcher, j'ai un esprit qui part complètement en vrille ». Et j'étais convaincue qu'il fallait réunir tout ça pour essayer de me comprendre un tout petit peu plus avant de prendre un traitement qui est extérieur. Ça a été un long voyage, ça a été très dur, ça n'a pas été simple du tout. Et ça n'a pas été simple et c'est important, c'est que rien n'est simple. Démissionner d'une boîte n'est pas simple. Oser bifurquer n'est pas simple. Rien n'est simple. Si on pense que la vie est un cadeau, ou quand on voit, par exemple, sur les réseaux sociaux, des parcours de vie, où on se dit non mais elle y arrive, elle a une force de vie. Mais c'est pas vrai du tout. C'est pas vrai. Derrière vous 3, habillés en Balzac, super bien brushingés, etc., c'est un bordel. Pour en arriver là, c'est compliqué. Et vous qui êtes là ce soir, vous avez passé des choses qui étaient extrêmement compliquées. Et c'est là où c'est extrêmement intéressant, c'est de se dire à quel moment dans votre vie vous vous êtes fait confiance plus que les autres vous faisaient confiance. À quel moment, quand est-ce que ça a bifurqué? Moi, je me souviens très bien le moment où j'ai basculé. C'est quand je bossais chez Euronews. Je devais démocratiser la marque, l'amener sur des événements culturels en Europe pour faire des partenariats. Donc, je devais partir au festival américain des films de Deauville. Et là, mon boss me dit « Ah non, mais elle... on l'a recrutée où celle-là? Normalement, on recrute chez HEC. Et il avait appris que je venais pas d'HEC, je venais d'une école à Marseille, une école de commerce. J'entends juste qu'il critique mon école. Je me dis, mais alors lui, je vais lui faire bien comprendre que déjà il a bien recruté et qu'en plus de ça, l'événement, je vais le casser en 2. Sauf que je ne m'écoutais pas, j'y suis allée pour lui faire plaisir. Et c'est à ce moment-là, dans cet événement, que j'ai perdu une 2e fois la vue. Et c'est à ce moment-là où je me suis dit, plus jamais de ma vie, je ferai quelque chose pour quelqu'un et pas pour moi, et pas parce que je ressens une envie d'aller dans cette direction. Et à la suite de ça, l'aventure a commencé et plein de choses se sont déroulées. Voilà. Moi, je te remercie déjà, Marine, parce que parler de son couple, c'est pas forcément ce dont on a envie, voilà, quand on est un personnage un peu public. Mais t'as accepté très gentiment de le faire. Alors, j'ai pas la question, ça dépend. Tu m'as dit qu'on pouvait parler de tout, même de sexe. Bien sûr. Donc, tout sauf de sexe, on est d'accord? Non, tu m'as dit même de sexe. Même de sexe, ouais, c'est vrai. Ah, j'ai dit même de sexe. Je vais t'épargner ça. J'étais en forme. Et est-ce que déjà tu peux nous présenter ton couple, qu'on fasse connaissance avec vous deux? Yes. Alors, il y a juste une petite chose, c'est que je trouve ça très important de dissocier toujours ta vie professionnelle, ta vie publique et ta vie privée. Moi, je me suis toujours dit, même si je suis, entre guillemets, je bosse à la télévision, je crée un nouveau film, je suis dans les médias, etc. La vie intime, pour moi, elle doit rester intime parce que c'est ce qui préserve aussi une partie de ton couple. Mais c'est un homme que j'ai rencontré il y a 5 ans. J'ai eu une ancienne relation avant qui, je sais pas si certaines ont pu peut-être voir mon film qui s'appelle Rosie ou qui ont pu peut-être lire ma petite plume d'enfant que j'avais écrite il y a quelques années, où j'étais avec quelqu'un d'autre à cette époque, donc il y a 5 ans. Et en fait, c'est vrai qu'il y avait un tableau qui était écrit, c'était « Et puis ils vécurent heureux, ils eurent 5 enfants ». Parce que c'était l'histoire d'amour, la grande histoire d'amour passionnelle qu'on peut connaître un jour dans notre vie. Et après, j'ai été un petit peu embrigadée dans « Mais c'est pas possible, je peux pas le quitter, je peux pas arrêter ». Il y a médiatiquement, dans le film, il est dans mon film, il est dans mon livre, tout est lié. Et en fait, ça qui était aussi intéressant, c'est j'ai osé, on est partis tous les deux, c'était pas moi qui l'ai quitté plus que lui ou moi, mais ça a été un moment très important parce que j'ai eu besoin après de prendre beaucoup de temps pour moi, pour me relancer dans quelque chose. Et je me suis relancée dans une nouvelle aventure après 2 ans et demi de séparation, où j'ai eu besoin d'un peu de jachère, là, ça fait du bien, là. Hop là,
la jachère. C'est pas très joliment expliqué, mais... Et j'ai rencontré justement mon homme, qui est aujourd'hui le même qu'il y a 5 ans, qui lui est plutôt un aventurier, qui va à l'aventure sur les mers du Sud, qui s'est lancé dans un projet un peu fou, qui était faire le dernier Vendée Globe. Donc il a terminé son projet Vendée Globe, et c'était aussi un piou-piou dans le monde de la course au large. On l'attendait pas du tout là où il était, et pourtant il l'a terminé, alors qu'il partait avec rien sur son CV qui le prédestinait à faire une course comme le Vendée Globe. Et voilà, nos chemins se sont croisés et maintenant on cohabite plutôt pas mal ensemble. Et justement, comment cohabitent 2 passionnés? Parce que je pense que là, on est en présence de 2 passionnés. Est-ce qu'il y a des règles que vous êtes mises? Est-ce que vous avez une façon de fonctionner qui fait que ça marche? Est-ce qu'il y a une passion parfois de l'un qui prend plus de place que celle de l'autre? Ça m'intéresse de savoir comment. Déjà, je pense que quand on monte une boîte de prod, on crée des projets qui sont le reflet un peu de notre âme, en tout cas pour ma part. Et donc, je suis en train de réaliser un film là qui s'appelle À la vie, à la mer. C'est une déclaration d'amour sur comment on tombe amoureux d'un passionné. Évidemment, c'est pas ma life. Loin de là. Je réalise ce film, mais c'est sur Jean Le Cam et Anne Le Cam. Bon, parfois, il y a des petits miroirs sur sa propre vie, mais la thématique de tomber amoureux d'un passionné et avoir 2 passionnés dans la même famille, ça me tétanisait. Je me suis dit, mais c'est pas possible, on peut pas. J'avais des schémas un peu où je voyais la nana qui était très entrepreneuse et puis le mec qui était peut-être un peu moins, mais c'était fine, ou inversement, l'homme qui était très entrepreneur et la nana qui était plus à la maison, et c'était fine aussi, elle était très heureuse dans sa vie. Et j'avais du mal à trouver 2 schémas qui me correspondaient, où je me disais, ok, il y a une nana qui est extrêmement épanouie, un mec qui pète le feu, ils ont des gosses, tout roule, ça va bien. J'arrivais pas à comprendre ce schéma. Et enfin, j'arrivais pas à le trouver. Et en fait, je me suis dit, déjà, il n'y a pas de fiche produit. Je me suis dit d'arrêter d'avoir envie de le chercher. Ça allait peut-être me permettre de trouver mon propre chemin. Et cette période de jachère, là, m'a permis de rebattre les cartes et de me dire qu'il n'y avait pas de tableau, qu'il n'y avait pas de règles, qu'il n'y avait pas de couple bien ou de couple pas bien, qu'il n'y avait aucune règle, et que souvent ceux qui mettent des règles, il faut les fuir, il faut partir en courant parce qu'ils ont aucune. En tout cas, moi, je ferais ça. Si on me dit quoi faire, je pense que je ferais l'opposé de ce qu'il faut faire. C'est un peu mon tempérament, parce que ça me terrifie en fait d'être enfermée dans une manière de penser, parce que j'ai la sensation que notre vie évolue tellement avec nos envies, avec nos besoins, avec nos sensations. Peut-être que ta vie, elle est comme ça pendant un temps, et que du jour au lendemain, tu pourras changer de casquette et basculer dans une autre énergie, dans une autre histoire. Et donc, de toujours se réinventer. Et je pense qu'on a une règle dans notre couple, c'est de se mettre en priorité, quoi qu'il arrive. Dans son projet Vendée Globe, moi, quand je l'ai rencontré, il n'y avait pas de projet Vendée, les filles. Oh, Mazette, le projet Vendée. Quand il a commencé à me dire, je vais faire le Vendée Globe, je dis, ok, je te quitte. Salut. Je me casse. Moi, ma vie, je venais de monter ma boîte de prod. Je suis à Paris. Je vais jamais monter une société de production en Bretagne. Non, mais jamais de la vie. Ou sinon, je fais des films sur le surf. Mais c'est pas trop ce que j'ai envie de faire pour le moment. Sans dénigrer la Bretagne, je l'adore. Je viens de là-bas. Mais par rapport à ce que j'avais envie de faire, c'était pas là-bas que je pouvais être. Et c'est là où je me suis dit, ça peut pas marcher. Et c'est lui qui m'a appris ça. C'est lui qui m'a appris en me disant, mais moi aussi, en fait, je suis terrifiée. Moi aussi, je sais pas si ça va fonctionner, mais il faut qu'on se mette en priorité. Il faut que dans mon projet bateau, c'est 4 années de préparation. C'est un projet qui est colossal. Le Vendée Globe, pour celles qui ne savent peut-être pas, c'est le tour du monde en solitaire sans assistance. Il y a que 39 personnes qui le font par an, par tous les 4 ans. Cette édition, il y en avait 39. Et c'est un dépassement déjà de soi. C'est aussi, on embarque toute une famille. Moi, je me suis dit, mais attends, on embarque toute une famille, mais moi, comment je vais faire, etc. Et en fait, on sait jamais comment ça se passe. Et c'est ça que j'ai appris à travers ce projet, c'est accepte de ne pas savoir et de faire confiance. Et je pense que c'est ce mot-là qui résume ma vie de couple aujourd'hui, c'est je fais confiance. Et c'est quelque chose que je ne faisais pas avant, parce que j'étais remplie de peur, parce que je savais pas où je voulais aller, parce que j'avais peur vis-à-vis de moi-même. Et c'est là où je me suis dit, mais si moi je me sens à ma place, si je suis heureuse dans mes baskets, je pourrais être le plus grand des piliers pour lui. Et si lui l'est, il pourrait être le plus grand des piliers pour moi. Donc ça, les filles, c'est des mots et c'est factuel. Ouah, trop stylé, grand des piliers pour l'un et l'autre. Mais sauf qu'il y a plein de contraintes, évidemment. On cohabite avec de la distance, mais la distance, au début, elle fait peur. Et après, on se rend compte que c'est une force qui est inimaginable. Et en fait,
toutes les angoisses se transforment avec de la communication, avec des échanges, avec des engueulades. Parce que c'est bien de s'engueuler aussi. Enfin, moi, je trouve que c'est pas mal de temps en temps. Et puis voilà, et puis après, j'ai l'impression de grandir. Et je pense qu'une relation amoureuse, elle doit être définie par le fait de rester enfant et de grandir. Parce qu'un enfant, il grandit tout le temps. Je sais pas pourquoi, quand on a 18 ans, on se dit qu'on est adulte. C'est chiant. On est adulte quand on meurt, parce qu'on n'a plus rien à faire. Mais quand on est vivant, on est un enfant. On grandit chaque jour. Et en couple, pour moi, j'ai l'impression d'être un enfant. Ouais, moi, j'aime bien dire que l'objectif du couple, c'est de s'élever l'un l'autre. Voilà, pas de se changer, mais de s'élever l'un l'autre. Je crois qu'on a ça dans la tête. Et pour aimer l'autre, ça change beaucoup de choses dans notre façon de... Et je rajouterais un truc peut-être un peu plus noir à ce que tu dis, sans plomber le truc, mais plein de fois, moi, je me mettais une pression d'être une nana qui comprend, qui le soutient, etc. Et en fait, il y a plein de moments, j'étais pas comme les femmes des autres navigateurs du Vendée Globe, j'étais pas cette personne-là. Et je me suis dit, mais c'est pas parce que je le soutiens pas de cette manière que je suis pas à la bonne place. Et c'est ça aussi qui est intéressant, c'est que souvent on se remet encore une pression de est-ce que je suis la bonne nana, est-ce que je suis au bon endroit. Je pense que les mecs ils se posent pas toutes ces questions. Et en fait, il faut arrêter de se poser toutes ces questions et il faut accepter aussi de temps en temps d'être comme on est, d'avoir énormément de doutes à des moments et de les verbaliser. Et puis tu l'as dit, c'est la question de confiance aussi, d'avoir confiance en son couple et avoir confiance qu'on est la bonne personne pour l'autre. En tout cas, c'était juste pour dire que je l'ai pas tout le temps élevé, je pense, parce que non mais ça, si on le faisait tous les jours d'élever l'autre, voilà, non, je pense que je l'ai pas tout le temps tu élevé. Tu dois l'avoir en tête comme objectif. Ouais. C'est sûr que malheureusement, on était un binôme, quoi, tu vois. Et je pense que dans la difficulté et dans le conflit, c'est, je pense, là où j'ai le plus grandi, en fait. C'est en étant la plus imparfaite. Où je me suis dit, mais en fait, je suis capable peut-être d'être différente. Et je pense que c'était en acceptant cette imperfection et en n'ayant pas les clés pour la changer que j'ai réussi à en fait me dire, mais en fait, j'ai pas envie d'être cette personne. Donc, si j'ai pas envie d'être cette personne, comment je vais faire? Et je me suis aussi, je pense, énormément entourée. Et donc, je pense que ça, c'est aussi très important. C'est dans tout, familialement, amoureusement, professionnellement, personnellement, c'est de s'entourer qui fait qu'on va dans la bonne direction. Attends, amoureusement, quand tu dis s'entourer amoureusement. J'ai plein de mecs non, je me doute bien que ce n'est pas ça, mais tu vois, de qui, c'est des gens auprès de qui tu vas te confier, auprès de qui... Je me suis entourée, par exemple, moi j'ai un modèle familial, moi c'est vrai que j'ai besoin parfois de phares. Je sais que moi, que ma grand-mère, par exemple, c'est mon phare dans... c'est mon... Bah ouais, la grand-mère. C'est mon phare dans l'amour, on va dire. J'y vais sur ça parce qu'évidemment, Marine, quand on te suit sur les réseaux, on peut pas passer à côté de cette relation incroyable que tu entretiens avec ta grand-mère. Si c'est le cas et que vous avez vu ça en ligne, je pense que comme moi, vous avez dit, mais waouh, mais je veux la même grand-mère, je veux surtout la même complicité. Enfin, c'est très beau à voir. Et donc, comme le sujet de la transmission est très cher aussi à mon cœur, j'avais envie de te brancher sur ce sujet de ta grand-mère, savoir quelle place finalement elle tient dans ta vie. Et si tu peux nous parler de cette relation si particulière que tu as. Déjà, moi, j'ai un petit penchant pour les vieux. J'adore les personnes âgées, c'est ma came. Quand je suis à un mariage, je me suis toujours avec la table de la grand-mère en train de refaire le monde pendant que tout le monde est en train de picoler au bar. Et je sais pas, j'ai la sensation que cette génération aujourd'hui particulièrement est énormément critiquée et énormément jugée, ce que je peux comprendre pour plein de raisons. Mais j'ai une sensation qu'il y a un énorme fossé qui se crée entre la nouvelle génération qui est encore plus perdue que nos anciens, encore plus dépressif, encore plus isolé, avec une santé mentale qui est extrêmement fragile. Et on voit les hôpitaux, ils explosent, les taux de suicide, ils explosent, alors qu'on n'a jamais été autant connectés, soi-disant. Et on a des vieux qui sont de plus en plus isolés. Et on se rend compte qu'il y a une génération... On est une population qui est vieillissante, il y aura de plus en plus de personnes âgées sur cette planète. Et nous, dans notre civilisation, nous occidentaux, on a souvent tendance à les isoler et à les mettre dans des maisons de retraite parce que c'est pas dans notre culture. Et je le comprends aussi. Je suis pas en train de dire qu'aujourd'hui j'accueillerai mes parents quand ils auront 80 piges. J'en sais rien. Mais pour moi, j'ai toujours eu, quand j'étais toute petite, depuis que j'ai 5 ans, paradoxalement, depuis que mes parents ont divorcé, j'ai toujours eu un amour inconditionnel pour les personnes âgées. Donc, j'avais encore mon arrière-grand-mère qui s'appelait Reine et elle avait sa sœur qui s'appelait Rose. Paradoxalement, elle s'appelait Rose. Et bref, et j'allais la voir en maison de retraite et je passais mes vacances à lui faire des tours de parc. Et moi, j'avais l'impression de faire un truc de dingue et j'adorais ça. Et depuis que je suis toute petite, je rêvais de monter une maison de retraite.
C'était quand j'étais petite, tu rêves de faire quoi? Je dis, je rêve de monter une maison de retraite, on va faire ça, nan. Et je trouvais ça, mais génial. Et bref, évidemment, je me suis un peu écartée du projet. Et en fait, j'ai toujours tissé une relation avec ma grand-mère que moi, je trouve extraordinaire dans mon prisme à moi, parce qu'elle me fait un bien incroyable. Mais il faut savoir que ma grand-mère, elle a aussi 27 petits-enfants. Et ce que j'admire le plus chez elle, c'est que c'est un amour inconditionnel envers chacun d'entre eux. Il y a des religions différentes, il y a des manières de penser différentes, il y a des avis politiques différentes. Mais c'est une personne qui dit ce qu'elle fait. Elle parle de croyances. Souvent, il y en a qui croient en Allah, en Bouddha, qui sont athées, qui croient en une force, qui croient en Jesus Christ, qui croient en qui on veut ce soir. À vrai dire, on s'en fout. Mais le plus important, c'est de faire ce que l'on dit. Et je trouve que elle met en place tout ce qu'elle dit. Elle parle peu, mais elle fait beaucoup. Elle n'a aucun jugement. Et vous savez, les personnes âgées, ils ont une manière d'écouter que nous avons tous perdue aujourd'hui, moi la première. Et je trouve ça très intéressant de passer, j'ai énormément passé de temps à ses côtés. C'est elle qui m'a posé toutes ces questions sur mon fameux voyage au moment où je suis partie. Et elle me demandait, mais qu'est-ce qu'ils mangeaient là, les Mongols là, et ça sentait quoi? Et moi j'étais là, ah ouais c'est bon, je me reconnecte à mon truc. Et grâce à elle, j'ai réussi à écrire mon livre. J'avais jamais écrit de bouquin, et en 6 mois j'ai pondu mon bouquin. Et toujours en fait, elle avait une faculté de me dire, n'aie pas peur de créer ton chemin. Ce qui est paradoxal quand on est un peu la grand-mère qui a eu 6 enfants, qui est un peu la mama, quoi, dont parfois on peut un peu redouter parce qu'elles ont la poigne, hein, les grand-mères. Hein. Elles se laissent pas faire. Hein. Je sais pas si vous avez des grand-mères ou si peut-être elles sont au ciel, j'en sais rien. Mais c'est des femmes qui ont une force qui est extraordinaire. Et cette relation que j'ai tissée avec elles m'a permis de créer ce chemin et m'a permis aujourd'hui, j'en suis très très fière. Je l'ai pas fait tout seul ce projet. Il y a même Morgane qui est dans la salle, qui est ma collaboratrice chez Muji, ma société de production, où on est très fiers d'avoir amené les seniors. Donc ce n'est absolument pas ma grand-mère. Ma grand-mère est ma source d'inspiration du fait de me dire qu'il faut réunir ces 2 générations. Mais l'émission qui va sortir s'appellera J'irai au bout de tes rêves. Et c'est un jeune de moins de 30 ans qui va partir réaliser les rêves de l'aîné de son cœur sur les routes de France et d'Europe. Et donc, ça a été un combat pour déjà amener un nouveau programme chez France Télévisions, en prime à 20h55 après le JT. Ça paraît rien comme ça, mais c'est très compliqué d'arriver avec un nouveau format. Il y a des formats où les présentateurs changent. Vous allez voir, il y a plein d'émissions où les présentateurs varient, mais les concepts novateurs sont compliqués à amener. Et je ne sais pas si ça sera novateur. En tout cas, ça vient du cœur. Et j'espère que l'émission vous plaira. Ça montre combien ta grand-mère a été en effet cette source d'inspiration au point justement de donner cet élan pour créer cette émission qui sort, rappelle-nous, avant la fin de l'année. Là, nous sommes en plein montage. On a tourné en septembre. On a fait un appel à candidature au mois de juin avec des super journalistes qui ont casté toutes les personnes qu'on a reçues, des centaines et des centaines et des centaines de candidatures. C'était extraordinaire. Vraiment, je les remercierai jamais assez de nous avoir fait confiance avec une émission qui n'existe pas, parce que c'est une partie 2 aussi. Donc là, c'est toujours un binôme. On part pendant 5 jours avec un binôme, donc un jeune et l'aîné de son cœur, et on part vivre une aventure complètement folle. Voilà, donc là le premier binôme c'est Jean-Paul et Maëlle. Jean-Paul qui a 80 ans, Maëlle qui en a 23, et on est parti vivre. J'ai pas envie de vous dire quoi que ce soit. Vous allumerez votre télévision et j'espère que vous regarderez l'émission. Donc là on n'a pas encore de date de diffusion exacte, mais vous pourrez suivre sur les réseaux sociaux. Les nouvelles vont arriver courant de la fin 2025. Voilà. Super, on a hâte déjà de découvrir ce projet et je suis convaincue que ce projet qui vient du cœur et que tu as vraiment porté, tu as aussi beaucoup appris. Ça a été, j'imagine, un chemin. Est-ce que tu as quelque chose à me révéler sur peut-être la Marine d'avant tournage et la Marine d'après tournage? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est ressorti de toutes ces rencontres, de tous ces binômes et de toi dans ce rôle-là de créatrice d'une nouvelle émission et de porteuse de ce projet? Si je peux me permettre, je pense que le changement, il a été un peu avant l'émission. Je pense que il faut juste rembobiner peut-être 2 secondes, dans le sens où il y a eu un moment où je me suis dit je vais lancer cette société de production. Et le monde de la production audiovisuelle en France, on va dire que quand on est une jeune productrice, personne nous attend de toute façon, même dans la vie en règle générale. Il y a personne qui dit hey, welcome, tu veux du taf? Non, soit tu fais ta place et tu trouves tes idées, etc. Et donc c'est vrai que moi quand j'ai lancé ma société, j'ai commencé à développer des projets qui venaient de mon cœur, qui venaient de mes tripes. Donc il y avait ce projet
J'irai au bout de tes rêves, qui était incarné par ma grand-mère, qui était dans mon cœur incarné par ma grand-mère. Et puis bref, il y avait d'autres productions. Et en fait, la bascule s'est fait au moment où il y a eu go, no go. Non mais Marine, on peut pas mettre des vieux en prime, ça va pas fonctionner. Ok, no go, après go. Je vous passe les détails, 2 ans de travail. Et au moment où j'ai eu le ok Marine, on te fait confiance, on y va, il y a eu plein de choses qui se sont passées. Déjà, il y a eu avec qui je fais ce projet, avec qui je me mets en coproduction. Il y a eu des changements de coproduction. Il y a eu des changements de personnes avec qui j'ai travaillé. Il y a eu un recrutement. Le recrutement, on n'en parle pas là, mais c'est ce qu'il y a de plus important dans la vie. Avec qui tu travailles, qui rentre dans ta sphère de taf. C'est essentiel. Toi, tu fais rien, mais rien. Moi, j'aurais pu raconter la même chose et rien faire si j'avais pas les bonnes personnes autour de moi. Et en fait, la bascule s'est faite, pas forcément au moment, j'étais tellement convaincue du projet que j'avais pas peur de pas avoir de candidat, j'avais pas peur de pas avoir les bons binômes, paradoxalement. C'est au moment où le projet a été signé, où là, il y a une confiance qui est arrivée, je me suis dit, ok, maintenant, j'ai plus l'énergie, elle est dans ce qu'on va faire avec mon équipe. Donc je rentre dans une espèce de confiance que j'avais pas avant, puisqu'on était dans une notion de vente. On avait une casquette de production où tu vendais une idée, tu vendais quelque chose à un diffuseur, et donc t'es pas dans ce que tu veux vraiment faire. Et quand je suis rentrée dans la fabrication, dans le faire, là il y a l'abandon, et là c'est incroyable. C'est que là ça a roulé, le tournage, j'ai eu énormément d'émotions pendant le tournage. C'est que c'était mieux que ce que j'imaginais. Et que Dieu sait, quand on imagine un projet, on l'a imaginé, on l'a rêvé, on n'en a pas dormi, on s'est posé 1 milliard de questions avant. Et ce qui est marrant, c'est que quand on a appuyé sur le bouton « Ok, let's go, on va tourner », sur le tournage, je me sentais pleinement à ma place. Et Génial. c'est ça qui était intéressant et agréable. Et une petite anecdote pour terminer sur ce tournage, quelque chose qui justement t'a peut-être fait pleurer ou t'a ému aux larmes? Je pense que ce qui est très marrant, c'est que, comme je vous le disais, on imagine quand même, quand on fait une émission, on imagine les séquences, on imagine beaucoup de choses. Contrairement à quand on allume la télévision, on pense que c'est pas forcément réfléchi, alors que c'est quand même assez réfléchi. Et moi, ce qui était super important pour moi, c'était que je voulais en faire un vrai film. Je voulais pas que ce soit une émission de télé. Je voulais pas que ce soit une présentatrice qui parte avec Maëlle et Jean-Paul. Je voulais qu'on ait la sensation d'être dans une vraie aventure et que Maëlle soit au même niveau que moi. Et le moment où c'était pas du tout prévu, donc je suis carrément sortie du tournage parce que je savais plus comment je m'appelais. Et c'était à la fin du tournage où l'un des rêves, je vais vous le confier, l'un des rêves de Jean-Paul, ça fait pendant 20 ans, il a été cuisinier, et donc il avait déposé son tablier, et l'un de ses rêves, c'était de remettre son tablier de cuisine. Et donc nous avons contacté un chef étoilé, le chef étoilé le plus accessible de France, qui s'appelle Philippe Hardy. Et pendant un service, il a remis le tablier avec floqué Jean-Paul, et il s'est occupé du service du midi. Et en fait, à ce moment-là, il était dans la cuisine, en train de compter ses coquilles Saint-Jacques. Il avait jamais été dans une cuisine d'un chef, il était plutôt dans une cuisine d'une cantine, plus que d'un chef étoilé. Et là, j'ai vu Maëlle et Jean-Paul en binôme tous les deux. Et là, j'ai dû sortir du tournage parce que j'ai fondu en larmes, je pouvais plus parler, je pouvais plus rien faire. Et c'était un moment magique. Et je pense que ce qui était génial aussi, c'est d'avoir vu que dans l'équipe technique, tout le monde a été emparé par ces émotions, et c'est là où on s'est dit je pense que si ça nous touche comme ça, on espère que ça va toucher les gens. Génial. Et là, ça me touche déjà, j'ai hâte de voir les images, tu vois, il y a quelque chose qui monte. Donc merci beaucoup Marine pour merci à toi. Info avant-première. Marine, tu as commencé comme animatrice sans formation particulière, parce que tu le disais, tu avais fait une école de commerce. D'ailleurs, tu as fait quelle école? Je sais pas si vous connaissez Marseille, l'OM. Il y en a qui sont pour l'OM ou pas? Ou on est pour le PSG ici, là? Non, j'ai fait Kedge Marseille. C'était ceux qui avaient rien eu, ils allaient à Kedge. J'ai fait l'ESSEM, Tourpoitiers. Ok. C'était un peu concurrente. Et donc, ce que je disais, voilà, tu n'avais pas forcément de compétences, puisque tu n'avais pas de formation particulière, ni pour devenir animatrice. Et pourtant, tu as animé pendant des années l'émission Littoral sur France 3, si je me trompe pas. Tu as aussi lancé ta boîte de production avec, je te cite, 0 sur ton compte bancaire et aucune expérience. Alors moi, ce que j'ai envie de savoir finalement, c'est où tu trouves l'audace de te lancer dans ces projets alors que tu n'as pas forcément les compétences au départ? C'est plutôt, j'aimerais bien poser la question aux gens qui me suivent, pourquoi ils y vont, quoi. Parce que parfois je me demande, mais comment Morgane, salut, welcome, tu veux entrer dans une boîte, il y a rien, il y a pas d'argent sur le compte bancaire, t'es partante, ok, let's go, on y va. Mais en fait, ce qui est marrant, c'est, je pense que ce voyage où les choses qui nous arrivent dans nos vies ont pas forcément trop de hasard.
Là, tout à l'heure, quand je discutais avec certaines d'entre vous, il y en avait qui me disaient, voilà, moi, à un moment donné, j'ai été entrepreneuse, à un moment donné, j'ai arrêté, j'ai posé cette casquette parce que la vie a fait que j'ai été mère et que j'ai eu envie de bifurquer et de rentrer dans une autre énergie et de transmettre ce que j'avais appris à d'autres femmes et en fait, ou à d'autres entrepreneurs. Et ce que je trouve intéressant, c'est que on sait jamais ce que la vie nous réserve. Et par contre, on a toujours envie de la dompter. On a toujours envie de la contrôler. Et à un moment donné, le moment où j'ai lâché les rênes et que je me suis un petit peu abandonnée à elle, quand je suis partie faire ce voyage, ça m'a amené l'écriture de ce livre pour que vous compreniez rapidement quelles sont les étapes que j'ai vécues dans les grandes lignes. C'est que je suis partie faire ce voyage, je suis rentrée de faire ce voyage, je savais pas trop ce qui m'attendait. Là, je recevais pas mal de messages en me disant est-ce que tu voudrais écrire un livre? Je me suis dit mais je sais pas écrire. Et il y a une femme qui me contacte sur Messenger et qui me dit Marine, entre un lait de jument fermenté et 2 mamelles de chèvre, est-ce qu'on pourrait se rencontrer? Et je me dis, oh là là, elle a de l'humour, celle-là, là. C'est marrant. Ça me tentait plus que les mails, bonjour cordialement, voilà. Je la rencontre parce que son message me paraissait atypique. Là, elle me convainc d'écrire, mais elle me parle absolument pas d'une maison d'édition. Et en fait, c'était la patronne de Flammarion. Je me suis lancée dans cette aventure d'écriture. Le livre est sorti. Il y a eu un petit peu de presse. Là, on me propose, comme ça, par hasard, en voyant des interviews, on me dit, Marine, on cherche un nouveau présentateur pour Littoral. Je dis, mais Littoral, c'est quoi? Enfin, c'est une émission France 3, et puis t'es bretonne, c'est sur le littoral français. Et donc là, je me dis, ok, let's go. Mais j'y suis allée, mais vraiment, en me disant, mais je ne serai jamais prise. Parce que je n'ai aucune formation journalistique, je ne sais pas parler à des caméras. Et au moment de mon casting, pour la petite anecdote, je pars avec mon invité, je me barre, j'oublie complètement l'équipe technique. Et donc, je me dis, c'est sûr que ça matchera jamais. Enfin, j'ai aucun code. Et c'est pour ça que je vous dis, si vous n'avez pas les codes, c'est là où il faut aller. C'est surtout ce que je ressens, moi, c'est d'aller dans des endroits où on n'est pas attendu, où les gens ne nous attendent pas, où on n'a pas forcément les codes pour y aller. C'est ce qui génère les meilleures des surprises. Et bref, et en fait, après, la vie a fait son petit chemin. Et de ce bouquin, on a voulu l'adapter en film, cinéma, fiction, d'autres producteurs. Et je me suis dit, mais ça n'a pas de sens d'adapter une histoire vraie en fiction tout de suite. Et c'est là où je me suis dit, je vais monter ma boîte de prod. Je savais pas ce que ça voulait dire, pour en faire un documentaire. Mais je savais vraiment pas ce que ça voulait dire. Et là, je me suis entourée d'un autre producteur. On s'est associés ensemble. Il m'a tout appris. Enfin, il m'a appris je savais même. Et puis la coproduction, c'était un mot qui voulait rien dire pour moi. Je devais avoir 0,00001% de ma coproduction. Mais le début de l'aventure a commencé comme ça. Et après, s'en est suivi Littoral. J'arrivais en ne connaissant rien. Et j'ai fait 5 ans de présentation de cette émission où j'étais très contente parce qu'on est devenu une émission régionale qui vraiment marchait très bien. Donc j'étais très contente de l'évolution que cette émission a prise. J'ai appris énormément avec mon équipe à l'époque. On était une dizaine de personnes et c'est toujours une équipe que j'adore et que j'apprécie énormément. Et un petit truc que j'aimerais vous dire, c'est important de partir quand on s'aime encore. Alors pas en amour, mais c'est important de partir quand on s'aime encore dans le travail, de pas attendre le moment où on fane complètement, où on est vraiment plus heureuse d'être à notre place. Parce que j'ai été contente de partir de Littoral, c'était dur. Partir d'une émission qui fonctionne, je suis bien payée, j'ai 10 jours de tournage par mois, je peux rentrer à Paris. Enfin, franchement, le truc est franchement génial. Je suis sur le littoral normand, de Bretagne, de Pays de la Loire. Et c'est le moment où je me suis dit, j'ai plein d'idées. Et ces idées-là, je les ferai jamais, en fait, si je reste à cet endroit. Et c'est là où je me suis dit, ok, c'est le moment que je parte from scratch. Et c'est ça qui a lancé Muji Smile Productions. Voilà. Et tu m'as confié quelque chose de très fort en préparant cette interview, parce qu'on a un petit peu quand même discuté avant, que tu fonctionnais énormément à l'intuition, que c'était même la source de tout. Tu m'as même dit, je l'ai noté, à partir du moment où on fait confiance à son intuition, tout s'aligne. Et moi, je trouve quand même qu'il y a beaucoup d'entre nous ce soir qui sont entrepreneurs ou pas, mais qui ont des décisions à prendre, des choix à prendre. Et on dit toujours, c'est vrai, on l'entend, fais confiance à ton intuition ou choisir, c'est renoncer. Mais toi, comment tu te connectes à cette intuition et comment elle se manifeste dans ton quotidien, dans toutes tes décisions finalement, business, créatives
En fait, je pense que ça a été vraiment le fruit de mes différentes expériences. Je me suis vraiment dit, déjà cette phrase, choisir, c'est renoncer. Mais c'est pour moi strictement l'opposé. Choisir, c'est innover, c'est créer, c'est entreprendre. Choisir, c'est fructifier une idée. Et je trouve que déjà, quand on a peur de choisir, souvent il y a des gens qui me disent, mais moi je sais pas faire de choix. Parce que j'ai peur de renoncer à quelque chose. Mais en fait, déjà, ça c'est une fausse croyance. C'est déjà, quand on part du principe que choisir, c'est nous permettre de rencontrer des gens différents, c'est extraordinaire. Et en fait, moi, de mon expérience, pour vous raconter peut-être une anecdote qui est assez récente, pour être concrète en fait, je quitte tout. Donc je quitte mon boulot, je suis en facturation parce que j'avais monté ma boîte, j'ai pas de salaire, je voulais pas être en CDI pendant ces 5 années de présentation, j'ai pas de chômage et j'ai pas de trésorerie sur mon compte bancaire. Je décide de lancer ma structure et là je me dis, ok, on est au mois de juin, je sais pas où je vais aller. Mais je mets cette intention de me dire, de toute façon, je suis à ma place, j'ai envie de faire ça, j'ai envie de raconter des idées. Et là, le matin, donc je me dis dans ma tête, pour monter une boîte, il faut quoi? Il faut des bureaux. Bon, ok, check. Il faut des bureaux dans ma tête. Ok, il faut que je trouve quelqu'un qui va m'accompagner dans mes idées un peu farfelues. Ok. Et puis après, les choses vont découler parce que j'avais déjà des idées dans ma tête que j'avais envie de vendre à certaines personnes. Et là, j'écoute une interview sur France Inter. Je rentre dans une librairie. Je me dis, je vais acheter ce livre. J'adore, cette femme que j'écoutais, par hasard, je me dis, je vais acheter ce bouquin. Je rentre dans cette librairie, la première librairie que je croise, et là, il y a une femme qui me tape comme ça, me dit, oh, mais Marine, comment ça va? Moi, je suis pas du tout physionomiste, j'ai un problème avec les prénoms. Et donc, je suis là, oh punaise, merde, je sais plus. Et donc là, elle me dit, mais tu sais, je suis cette personne qui t'a interviewé pour le film, parce que j'ai été interviewée dans le film Woman de Yann Arthus Bertrand. Je t'ai interviewée, mais moi, je me souvenais plus du tout de déjà ce que j'avais dit. Et donc, je dis, ah ok. Et elle me dit, t'en es où? Et en fait, de pas avoir peur de dire que c'est la merde. Parce que souvent, on n'ose pas, tu sais, quand on croise quelqu'un qu'on n'a pas vu depuis longtemps. Ah bah moi, tout va bien. Tout va bien, mais ta vie, c'est de la merde. Tu sais pas du tout où tu vas. Tu sais pas du tout dans la direction. T'es en reconversion totale. Ton boss, t'as envie de le brûler. Ou y a rien qui fonctionne. Ou t'es en plein divorce. Et t'oses pas le dire. Et moi, je lui dis, ah bah alors moi, c'est from scratch. Je suis à -1000. Je suis en train de chercher des bureaux. Je me lance. Et elle me dit, ah mais c'est génial que tu cherches des bureaux. J'ai ma meilleure pote qui vient de m'écrire ce matin. Elle a les bureaux dans le 9e arrondissement et elle cherche bingo. Et en fait, là, à ce moment-là, je me suis dit, ok, tout commence. Et en fait, ça a été une succession de choses comme ça dans tous les projets. Que ce soit dans le livre que j'ai écrit avec Flammarion, que ce soit dans le film, quand j'ai monté ma boîte. Comment je tombe sur Harry Torgman, le producteur de Bref 2 aujourd'hui. À l'époque, il avait fait Bref 1, mais il n'était pas du tout sur mon chemin. Je pense que l'ingrédient pour répondre à ta question, c'est de se reconnecter à sa détermination des choses. De se dire, et c'est ce que je disais tout à l'heure à quelqu'un avec qui je parlais, je disais, mais moi, je me pose tout le temps cette question de, est-ce que je suis à la bonne place? Est-ce que je suis à la bonne place? Est-ce que j'ai la bonne casquette dans ce projet? Dans ce projet, j'irai au bout de tes rêves. Là, j'ai un peu différentes casquettes. Et c'est ce qui est le plus dur aujourd'hui dans mon métier. C'est que j'ai une casquette de productrice pour produire les idées et accompagner des projets qui ne sont pas les miens. J'ai une casquette de présentatrice et une casquette de réalisatrice. Mais quand je prends certaines de casquettes, je dépose toujours l'autre. Quand je suis réal, je m'entoure de super producteurs qui vont m'entourer, qui vont m'aider. C'est comme vous. Quand vous êtes mère, où il y a peut-être plusieurs mamans dans cette pièce, quand vous passez la porte de la maison, c'est normal. Parfois, il y a la même casquette, il y a la casquette du taf qui rentre à la maison parce que c'est compliqué de la déposer sur le palier. Et je trouve que c'est aussi ce cheminement qui n'est pas du tout acquis pour moi, mais qui est en cours, de savoir jongler de casquettes. Et quand on a une casquette, d'être déterminé dans cette casquette. Et quand on est déterminé dans cette casquette, moi, je ne crois pas au fait que la vie, elle est mal faite. J'y crois pas. J'y crois pas. Punaise, j'ai pas de chance. Alors moi, j'ai bossé un peu avant cette interview pour pouvoir te poser les questions au plus juste. Et je suis tombée sur cette vidéo de Benjamin, au moment de son départ. On voit le pépin. Ouais. Donc, c'était vraiment le départ de son bateau au petit matin. Et ça m'a un peu rappelé, bon, en moindre mesure, mais les départs d'Arnaud qui était sous-marinier. Et ce moment où, en fait... Ton homme. Ouais, mon homme, ouais, pardon. Ce moment où tu le lâches, où tu le quittes, où tu sais pas ce qui les attend, où tu sais que tu ne pourras peu ou pas communiquer, et pourtant il va falloir quand même s'accrocher pour maintenir un lien, d'avoir cette peur aussi, savoir est-ce qu'il va revenir,
cette attente qui va durer, mais en même temps, on peut pas passer notre temps à attendre. Donc, il faut vivre aussi notre propre vie. Ça m'intéresse de savoir comment toi, tu vois, tu as vécu à la fois ce départ, mais aussi ce temps de Vendée Globe, ce temps de séparation qui devait pas non plus en être un parce que il fallait maintenir évidemment un lien. Il avait besoin de toi, t'avais besoin de lui. Voilà, si tu veux bien. Ouais, carrément. Ce qui est intéressant, c'est que ça s'est fait évidemment par étapes, comme dans tout dans la vie. On monte pas une boîte de prod quand on n'a pas aussi vécu des étapes. On fait pas un podcast quand on n'a pas vécu des choses. Enfin bref, tout est fait d'étapes. Et donc, avec le recul là, je me dis mais quelle chance d'avoir vécu ces étapes, d'avoir au début été en colère. Mais punaise, mais tu vas partir, parce que c'est pas que le Vendée Globe. Hein. Faut savoir que bon, t'as 3 mois là à tirer. Pendant 3 mois, tu te dis qu'est-ce qui va se passer. Mais avant le Vendée Globe, il y a la Route du Rhum, il y a les Transats Jacques Vabre. Enfin, il y a plein de courses préparatoires pour engendrer de l'expérience, pour que ce marin ou cette femme puisse partir affronter les mers du Sud, qui est la course quand même la plus dure au monde. Et en fait, c'est pas rien le temps. Souvent, on veut que, et moi la première, les personnes qui travaillent avec moi le diront, j'ai un problème avec le rapport au temps. J'ai toujours envie que tout aille vite. Et j'ai toujours l'impression que tout est extrêmement lent. Et c'est terrible, parce que je me dis, mais en fait, on pourrait déjà le faire. Pourquoi on est tellement à la bourre? J'ai toujours l'impression d'être à la bourre, surtout. Et cette notion de temps est extrêmement importante pour moi, et en fait, m'a fait grandir, alors que j'imaginais que ça allait nous séparer. Et cette distance que tu évoques déjà toi avec ton homme sous-marinier, je pense que tu t'es passé aussi sûrement par différentes étapes avant d'accepter ces départs et d'accepter ces silences et d'accepter ces moments où tu vas te retrouver avec toi-même et tu as dû en trouver des forces sûrement, si tu en as fait un podcast en tout cas, je pense. Et je trouve que pour ma part, en tout cas, ça s'est fait par étapes. Et les premières séparations, on avait de la chance puisqu'on aimait tous les deux nos métiers. Moi, j'avais surtout peur, pour être transparente, ça va être bizarre ce que je vais dire. J'avais pas peur d'être abandonnée, j'avais peur de l'oublier. J'avais peur en fait que ma vie allait tellement vite, je rencontrais tellement de personnes, j'étais tellement passionnée par ce que je vivais que je me suis dit mais je vais l'oublier en fait. Comment on peut gérer le truc? J'étais pas du tout dans cette angoisse de me dire il va me manquer, comment je vais vivre sans lui. C'était plutôt l'inverse. Et en fait, au fur et à mesure du temps, lui aussi, je pense, il a une autre version que la mienne sûrement. Et peut-être que cette notion-là que j'avais, c'était parce que peut-être j'avais des peurs que je refoulais et je me mettais à fond dans mon travail en me disant, bon, bah, de toute façon, quoi qu'il arrive, si ça marche pas, tant pis, j'ai plein d'autres choses devant moi. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est c'était assez intéressant, c'est qu'au fur et à mesure du temps, j'ai vu que j'avais une place qui était essentielle dans sa vie, même si j'avais pas la place de tous les autres marins et de toutes les autres femmes de marins qui font partie intégrante des projets de leur conjoint. Donc souvent, elles gèrent la communication, elles gèrent tout le projet, c'est les référentes du projet, mais elles font partie du projet tellement que le projet est énorme. Et moi, j'étais un peu, et on a créé en fait notre binôme qui était un peu hybride. Personne trop comprenait comment on allait faire. Et en fait, lui, je sentais que ça le faisait respirer d'aller dans mon monde. Et moi, quand j'allais dans le sien, je prenais une claque d'iode salée et je me disais, OK, waouh, ça me fait aussi du bien. Et ce qui a été intéressant, c'est que ces mois de préparation et ces années de préparation m'ont amené à faire que quand je l'ai vu sur la ligne de départ du Vendée Globe, enfin sur le ponton, au moment où il part, c'est un moment très étrange parce que on a imaginé ce moment pendant des mois, pendant des années, etc. Et au moment où il part, en fait, moi, j'avais l'impression, j'ai toujours dit, peut-être pour me rassurer, il va faire un tour en bateau. Et au moment où il est parti, je me suis dit, OK, là, il est seul. Et c'est très, très fort les moments où les marins partent et sont seuls sur leur coquille de noix, même si les IMOCA, c'est les bateaux des marins du Vendée Globe, paraissent énormes et immenses. Face à l'univers, c'est une poussière. Et c'est là où tu le vois partir. Et là, tu sens une force. Et moi, c'est le moment où je me souviens là, de ce départ. Mais pas que Benjamin. Toutes les femmes, les hommes qui partaient sur le départ du Vendée Globe, ils ont quelque chose où je souhaite à chacune d'entre vous de vivre ça un jour, de le voir. C'est, on pourrait leur rouler dessus. Il se passerait rien. Ils sont tellement enracinés dans leur départ qu'au moment où ils partent, en fait, tu te dis, moi, j'étais admirative. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, je me suis dit, waouh, il est tellement à sa place, personne ne pourrait le remplacer. Je ne sais pas comment expliquer, il est aligné. Et ça a fait un effet miroir où je me suis dit, mais je dois être alignée aussi dans mon travail. Et lui, il va vivre pendant ces 3 mois-là quelque chose que personne ne pourra comprendre parce que ça va lui appartenir. Mais ça m'a donné de la force dans mon travail durant ces 3 mois. Et en fait, chaque jour, paradoxalement, c'était plutôt les autres qui me disaient « ça va, c'est pas trop dur ». Et en fait, moi, pas du tout. J'avais pas peur.
Il y a eu un moment où il a eu une casse sur son bateau, où il m'a appelé en hurlant au téléphone au mois de décembre parce qu'il pensait que la course était terminée. Et là, quand on sent la détresse de l'homme qu'on aime au téléphone, hurler et se transformer, moi j'étais là, wow, mais c'est toi au bout du fil là, qu'est-ce qui se passe? Et en fait, c'était super intéressant. On se découvre aussi soi-même. C'est-à-dire quand on voit l'autre dans une telle détresse, on est aussi une autre version de nous-mêmes et on se dit waouh, avec le recul, j'ai été cette femme-là et on en est fier. Et la personne te rend fier de qui tu es en fait. Et j'ai l'impression qu'il m'a donné de la fierté, à l'autre bout du monde, il m'a aidé à être la femme que je suis aujourd'hui et à tenir la barre de ma boîte de production en ayant, c'est important de le dire, parce que j'en suis très fière. J'ai pas ouvert mon capital. Ça fait 2 ans qu'elle roule et ça fait 2 ans que on a développé des projets. C'est intense, mais d'avoir cette indépendance, j'en suis très fière et je pense qu'il en est pour beaucoup aussi. Eh bien, on a fini sur nos questions. On ouvre le micro toujours à BPI. Ah ouais. Estelle, non, d'abord, avant d'ouvrir la salle, ah ouais, pour Estelle aussi. Estelle vient prendre ma place et c'est la question BPI. C'est la question BPI. Attention, les gars. Bon, sachant, Pardon. Merci Marine, je me suis régalée. Tu as répondu à pas mal de mes questions, mais en fait, j'ai l'impression que ta vie, ça a été, tu t'es jamais posé de questions, tu as été tout le temps, t'y vas. Tu as parlé beaucoup de peur et en fait, j'ai l'impression que c'est presque ton moteur. En fin de compte, que tu as transformé en réussite entrepreneuriale. Moi, j'ai envie de savoir clairement, en fait, c'est quoi le conseil que tu pourrais donner à quelqu'un qui aujourd'hui a envie de se lancer? Parce que quand on voit ton parcours, il est juste incroyable et tu t'as foncé, en fait. C'est ce que tu disais, tu te posais pas de questions, tu y allais et puis voilà. Pas aucune question. Mais aujourd'hui, beaucoup de gens se posent des questions. Est-ce que tu aurais un petit conseil à donner à ces femmes qui n'osent peut-être pas se lancer? Alors, cette question, on me l'a beaucoup posée. À chaque fois, en fait, je réfléchis parce que je me dis, est-ce que ma réponse était vraiment pertinente? Je n'en sais rien et je ne sais pas si ce que je vais vous dire est pertinent ou pas. Mais ce que je ressens, c'est que se lancer, ça veut un peu tout et rien dire. Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui se lancent, qui sont entrepreneurs, qui montent leur boîte, mais ça va pas à tout le monde. On s'en fout de se lancer. Le principal, c'est de se lancer dans la bonne direction qui est la nôtre. Et c'est de se dire, le travail, en tout cas pour ma part, c'est une grande partie de ma vie. Et il y a des schémas qui sont pas forcément les mêmes que les miens. C'est-à-dire qu'il y a des femmes aujourd'hui qui sont très heureuses en ayant une carrière professionnelle qui n'est pas une carrière où elles vont mettre toute leur énergie dans leur carrière. Elles ont envie d'avoir un vrai équilibre de vie personnelle. Moi, j'ai pas encore d'enfants, donc ma manière de voir aussi l'entrepreneuriat est différente parce que je pense que quand on a des enfants et quand on a un foyer et quand on a aussi des enjeux qui sont l'éducation, notre fusil d'épaule est un peu différent. Donc mon discours, ma réponse, elle est assez mesurée sur ce point. C'est surtout de se dire, au fond de votre cœur et de vos tripes, c'est quoi l'idée que vous avez toujours mis de côté? C'est quoi l'envie qui bouillonne? Vous savez pas comment la mettre en place. Vous savez pas qui peut vous accompagner. Mais vous savez vraiment que c'est un truc qu'il y a dans vos tripes, qu'il y a dans votre cœur, que vous avez envie de faire. Et vous savez pas encore sous quelle forme. Mais par contre, la petite étape, avant même de, entre guillemets, se lancer, parce que pour moi, se lancer, c'est comme si il y avait un précipice, donc c'est terrifiant. Pour moi, c'est déjà de commencer par quelque chose que vous contrôlez parce qu'il part de vous. Et si ça part de votre trip, si ça part de vos envies, la première chose que je vous conseillerais, c'est de vous entourer d'une première personne qui va vous aider à accoucher de cette envie. Cette envie, est-ce que c'est écrire un roman? Est-ce que c'est écrire un essai qui sera peut-être jamais diffusé? Est-ce que c'est composer ma première musique? Est-ce que c'est interviewer une personne que j'aurais rêvé rencontrer? Est-ce que c'est faire un stage dans une boîte? Mais j'ai plus l'âge d'être stagiaire. Mais en fait, on s'en fout, il n'y a pas d'âge pour être stagiaire. J'ai un ami, pour vous donner un exemple, qui a bossé dans un grand groupe, qui a démissionné et qui avait envie de se réinventer. Et il s'est dit, je vais faire une liste de plein de métiers que j'aime et je vais lister mes potes. Et il est parti par sa liste de potes. Et il a demandé d'avoir un stage d'observation et il est venu pas rémunéré, mais il est venu parce que si jamais vous arrivez d'avoir des ruptures co ou des chômages ou je sais pas. Et il est venu 1 mois, 3 semaines, vivre l'énergie d'un environnement qui l'intéressait. Et en fait, moi, la seule chose que j'ai envie de dire, c'est que on meurt si on n'est pas curieux. Et c'est la curiosité qui fait qu'on ouvre des portes. Et c'est personne qui ouvrira une porte à votre place. Ça, j'en suis, mais vous le savez même sûrement encore mieux que moi. Parce que si vous êtes là, c'est que vous avez déjà bien enfoncé des portes. Et ça, j'en suis convaincue. Et donc, c'est tout simplement de rester vous-même et d'aimer vos fragilités.
Parce que c'est peut-être dans ses fragilités qu'il y a le bon projet. Là, on accompagne une femme qui est hors circuit depuis 5 ans. Elle a été dans un centre de rééducation. Sa vie n'avait plus de sens, plus de valeur, plus d'âme, plus rien. Et de cette perte de confiance totale en la vie, elle en a fait un projet de photographie où moi, je vais l'accompagner pour faire une exposition de photos sur un lieu qui s'appelle Carpap, qui est un centre de rééducation très forte, en fait, de gens qui ont vécu des aléas de la vie. Et bref, dans ma société, on fait pas les éclopés de la vie. Il y a plein d'autres thématiques qui sont très importantes pour moi, mais c'est d'aller vers vos vulnérabilités parce qu'elles sont belles et elles sont hyper importantes. Voilà le conseil que je donnerais. Merci beaucoup. Je vous propose qu'on se lève pour les 3 questions flash. Réponse flash. Exactement. Question flash, réponse flash. Okay, Marine, et c'est sur l'audace évidemment. Qu'est-ce que tu dirais, Marine, à la Marine de 15 ans pour être encore plus audacieuse? N'aie pas peur. Quand tu vas aller voir Isabelle, la créatrice de la Môme Bijou, quel mot tu vas lui demander? Yallah. Et l'audace récente dont tu es la plus fière? D'être ici ce soir avec vous. Oh. Voilà. Merci. On va vraiment vous laisser aussi le micro. On l'a dit, on est toutes bavardes. Mais c'était un plaisir de t'entendre, Marine. Un grand merci. Est-ce que vous voulez que je vous passe ce micro? Est-ce qu'il y a quelques premières questions avant d'attaquer la partie cocktail et échange? Tu nous as posé la question tout à l'heure, tu nous as dit à quel moment de votre vie vous vous êtes fait plus confiance que les autres vous ont fait confiance. Et donc je me demandais qu'est-ce qui, toi, dans ta vie, t'a préparé à te faire plus confiance par rapport aux autres et par rapport à la confiance qu'ils pouvaient te faire à toi. Un moment spécifique? Qu'est-ce qui t'a préparé dans ta vie? Donc peut-être un moment ou... Je pense que peut-être le moment j'ai toujours aimé aller là où on me disait que c'était impossible. C'est-à-dire que je déteste quand on dit 2 choses, c'est impossible. Ah non, ça va être trop compliqué. Ces phrases-là, je vous jure, ça peut me donner la chair de poule instantanément. Et je pense que si je peux donner un moment très spécifique, c'est le moment où on me diagnostique ma sclérose en plaques, où on me dit que je vais être handicapée dans 6 mois, où on me dit que j'ai des taches blanches dans tout le cerveau. On me dit que je devrais avoir une vie qui est différente, que ça va être compliqué dans tout, ta vie professionnelle, ta vie amoureuse, donc forcément ma vie sociale, parce que je me dis, moi, mes amis, je pourrais pas faire tout ce qu'ils attendent de moi. Et le moment où je pense que mon cerveau a complètement basculé, c'est le moment où les médecins un peu m'ont fait comprendre que ma destinée était comme ça. Et la blouse blanche, elle a un poids. Quand on voit une blouse blanche qui nous dit prends je sais pas quel médicament, tu la remets difficilement en question, tu lui fais confiance. Et c'est là où je me suis dit, c'est pas que je ne lui fais pas confiance, c'est que je vais me faire confiance. Et c'est à ce moment-là où, entre ma perte de vue et le départ pour mon voyage, il s'est passé 1 mois. C'est très court. Et je décollais, j'ai pas fait scout, j'ai jamais planté de tente, je sais pas ce que c'est qu'une sardine, je sais rien. Je suis pas une aventurière, je ne savais pas ce que c'était que de porter un sac à dos, je l'avais jamais vécu, j'aimais même pas trop dormir sur l'herbe, j'avais l'impression que j'allais toujours me faire bouffer par une araignée. Et j'ai vécu cette aventure où j'étais pendant 9 mois avec mon sac à dos. Je suis partie avec je sais pas combien de paires de chaussettes, de culottes, de juste au corps, même avec une robe de soirée. Et je suis rentrée avec un jean, une paire de chaussettes et un débardeur. Et en fait, tu te rends compte de plein de choses. Et je pense que le début de la confiance, elle a commencé là. Alors moi, j'ai une question. Tu nous as partagé beaucoup de très beaux projets et je suis sûre que tu as déjà le projet d'après qui te titille au fond de toi. Et donc, je voulais savoir si tu pouvais nous dire un peu ce qui te titille pour le futur. Écoute, comme je te le disais, tu sais, dans Muji, on a 2 entités. On a une entité télé et une entité cinéma. Donc nous, on a mis toute notre énergie pour avoir une émission qui est récurrente, qui est gérée au bout de tes rêves. Et en parallèle, on a développé d'autres projets, dont un qui est très concret, qui va être une série sur la nouvelle scène musicale française. Donc la nouvelle scène, tous les jeunes talents, les jeunes artistes. Et donc ça va être un portrait croisé de tous ces nouveaux talents, de tous ces nouveaux musiciens du monde du rap, de la pop, de l'électro. Voilà, c'est pas une série sur la French Touch, même s'il y aura des grands noms dans cette série qui vont être les garants de la qualité de la série. Mais il va y avoir aussi, c'est quoi être un artiste aujourd'hui? Par quoi on passe? C'est quoi les défaillances par lesquelles nous passons? C'est quoi les souffrances que nous avons? L'envie d'être connu et
ce coup de projecteur qui n'arrive jamais. Et donc on est en train de caster en fait ces nouveaux talents français et on va faire un gros portrait croisé par rapport à une nouvelle salle de musique qui va ouvrir à Paris. Vous allez en entendre parler. Il y a une nouvelle salle de musique qui va ouvrir en 2027 et donc c'est en parallèle de la création de cette nouvelle salle qu'on fait une série documentaire. Voilà, pour Disney ou Canal. Alors merci pour ce partage. J'ai la même passion des personnes âgées. Et du coup, je me demande si ça t'arrive de t'imaginer en personne âgée. Et quelle personne âgée tu as envie d'être? J'adore cette question. Grave. Alors moi, je m'imagine tout le temps. Et en fait, je m'imagine tout le temps, genre, j'espère que je serai pas Alzheimer parce que déjà que j'oublie pas mal de trucs. Et en fait, je m'imagine avoir une toute petite maison, mais vraiment, genre 2 pièces, tu vois. Et un feu de cheminée, une table, et j'imagine, bon, je sais pas, Inch'Allah, si j'aurai des enfants ou pas, et je sais pas, on verra, mais j'imagine d'avoir mes enfants, mes petits-enfants, et en fait, d'avoir même d'autres enfants qui sont pas à moi. Genre dans le village, tes potes avec la voisine, le mec du facteur, et en fait, c'est un peu une petite maison où, il y a la vie tout le temps. Il y a aussi les aléas. Il y a aussi les gens qui sont de passage parce que ils ont été isolés à un moment, et donc soit ça te fait t'as l'impression de grandir tout le temps. Je rêverais quand même, je m'imagine beaucoup être avec mon petit vieux à côté quand même. J'allais Mais me bon, demander si Benjamin faisait partie bah du grave. décor. Et j'aimerais surtout gagner au Scrabble. Ouais. Voilà. Génial, merci. Tu nous as transportés. On s'est carrément imaginé avec toi dans cette toute petite maison pleine de vie et de joie. Merci. On va peut-être prendre une ou deux dernières questions. Donc, moi, je m'appelle Astrid et j'avais une question parce que tu as beaucoup parlé de l'enfant et je trouve que c'est intéressant de se dire qu'on a tous envie de retrouver une sorte d'insouciance, de légèreté que tu incarnes pas mal finalement, je trouve. Mais je me dis, vu qu'on a une soirée de femmes et où on parle parfois de sexualité, de travail, de maternité, voilà, je me dis à quel point cet enfant il a encore une place dans notre vie de femme. Voilà, c'était ma question. Je comprends ce que tu dis dans le sens où moi, je vais te parler avec ma casquette de quand t'es femme et que t'es entrepreneuse, parce que je suis pas encore mamounette. Donc, je pense que les mères auront aussi une autre réponse à t'apporter. Mais je trouve en côtoyant dans mon quotidien des femmes entrepreneuses, mères, productrices ou qui travaillent aussi dans le monde des médias, je pense que ce qui est intéressant, c'est toi qui décides. C'est toi qui décides la place que tu mets à ton étiquette de mère, ton étiquette de femme, ton étiquette d'entrepreneuse. Et c'est toi qui choisis le fameux Tetris que tu as envie de faire. Et si, par exemple, ton étiquette d'entrepreneuse, pour toi, elle te génère un bonheur qui est incroyable, parce que tu as besoin de cette source de curiosité, de vitalité, et que, en fait, dans tout ton entourage, tu vois des mères qui sont parfaites, qui connaissent tous les cours parfaitement de leurs enfants, qui sont les modèles. En plus, elles sont belles, elles sont bien entretenues. Mais tu te dis, mais punaise, mais moi, je suis une pauvre égoïste, en fait. Je suis une pauvre égoïste parce que je me mets en priorité. Mais moi, ce que je retiens, c'est que pour garder son âme d'enfant, pour moi, il faut être heureuse dans ce qu'on fait. Et tu vois, j'ai une amie qui a 76 ans et elle avait un très gros poste. Et elle a des enfants. Et elle avait un très gros poste, c'était la bras droit de Séguéla, chez Havas. Elle s'appelle Anne Storch. Et c'est une très grande dame pour moi. Et elle a une carrière extraordinaire. Elle a une carrière financièrement, elle a explosé comme un petit popcorn. Et ce que je trouve intéressant dans sa carrière, c'est que je lui parlais de tout ça. Je lui disais, mais ta vie là, où t'as voyagé à l'autre bout du monde pour tout ça, t'as une carrière de dingue, t'es mère de 3 enfants, t'as un mari, etc. Et elle me dit, tu sais, moi mes enfants aujourd'hui, ils ont 45 ans. Et ils me regardent dans les yeux et ils regrettent rien. Alors que elle était pas présente. Elle a jamais fait les devoirs. Alors, elle avait peut-être des moyens de payer des nounous. On n'a pas tous ces moyens-là. Ça coûte cher une nounou. Donc, merci déjà pour les nounous de ce soir parce que ça coûte une blinde. Mais ce que je veux dire par là, c'est que elle a décidé de mettre sa carrière parce que elle-même se sentait heureuse là-dedans. Et quand elle rentrait à la maison, donc maintenant elle a 76 ans, ses enfants auraient pu lui faire des reproches comme on peut tous faire à nos parents. T'as jamais été là, t'as jamais été présente, on a été éduqués par des nounous. Et elle me dit qu'aujourd'hui ses enfants la regardent et lui disent merci. Ils lui disent merci parce que ils voient les mères de leurs amis qui sont pas épanouies ou qui sont frustrées. Et elle a 76 ans, elle s'habille en rose fuchsia, elle se maquille comme jamais de la life, et elle va au bowling, et elle kiffe sa life. Et en fait, elle est joyeuse. Et je sais pas si la joie peut répondre à ta question, parce que j'ai pas la réponse parfaite à ta question, mais en tout cas, pour ma part, j'aimerais rester joyeuse. Et parfois, les aléas, les choses qui arrivent dans notre vie font que, cette petite lueur, on peut l'éteindre.
Et je pense que c'est normal qu'elle soit éteinte, c'est normal que parfois il y a des déchirements qui se passent, mais c'est de remettre la joie, remettre l'humour et aussi ne pas se prendre au sérieux. Je pense que c'est tellement important. Bonsoir. Moi, c'est Bénédicte. C'est beaucoup plus anecdotique, je pense, ce que je vais te demander. Donc, je fais partie de ce genre de personnes qui ont des blouses blanches de temps en temps sur leur dos. Et dans ton parcours de maladie, peut-être pas. Donc, vraiment, si tu me dis non, c'est ça. Ah non, tu peux y aller, il n'y a rien qu'on peut rien. Tu peux y aller. Non, mais justement, si la réponse à ma question, c'est en fait que dalle, c'est que dalle. En gros, la question, c'est est-ce que dans ce petit parcours-là, il y a eu un regard, il y a eu une phrase, un petit mot qui t'a fait souffler sur la petite flamme dont tu parlais tout à l'heure et qui t'a redonné un petit coup de souffle, un petit coup de boost, un petit coup de joie. Par rapport à la blouse blanche ? Par exemple. Complètement. Et tu sais, en fait, ce que je trouve intéressant, c'est que dans toute cette aventure, quand je vous ai parlé de la maladie, il n'y a jamais eu d'opposition à la science. C'est très important de le dire. Il n'y a pas d'opposition avec le secteur médical. Je pense que déjà, je suis très, 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 très admirative de tous ces petits anges qui sont ces aides-soignantes, ces blouses blanches, et de ces médecins, ces chirurgiens, ces neurologues, qui gèrent des choses qui sont inimaginables pour nous au quotidien. Et j'ai énormément conscience de la dose de stress qu'ils ont au quotidien déjà par rapport au manque de financement qu'ils peuvent avoir. Et Dieu sait que là, j'ai un peu traîné récemment dans les hôpitaux et je me dis, waouh, la chance qu'on a déjà d'être en France. Et mon Dieu, que ça doit être dur d'être eux, déjà. C'est hyper important de le redire. Après, moi, je pense qu'ils sous-estiment et ils devraient apprendre ça, parce que vous faites des longues études, mon Dieu, putain. Vous avez plus de 10 ans d'études, parfois. Donc, dans ces 10 années d'études, moi, parfois, j'ai beaucoup de mal à comprendre comment le relationnel n'est pas une matière. Et comment l'annonce d'un diagnostic n'est pas essentielle. C'est un vrai sujet. C'est un énorme sujet, c'est un sujet pour lequel moi je me suis battue en off, sans en parler médiatiquement, avec les personnes concernées que je rencontrais. Je suis partie à un congrès neurologique au Liban avec tous les neurologues européens où j'ai parlé de ce débat-là, mais ça je ne l'ai pas rendu public parce que j'ai pas envie de parler de ça, parce que j'ai pas envie d'être étiquetée là-dessus. Mais ce que je trouve intéressant, c'est qu'il y a des médecins qui sont extraordinaires. Et le poids du regard, si tu as une blouse blanche, tu es comme Jesus Christ pour les catholiques, Bouddha pour les bouddhistes et Allah pour les musulmans. Et une spiritualité pour ceux qui ne croient en rien. Mais ce que je veux te dire, c'est que quand tu rentres dans une pièce avec cette blouse blanche, tu as un impact qui est énorme. Tu es le dieu du stade. En fait, ce que tu vas dire, je vais le faire. Tu peux me dire, fais ça, je vais le faire. En fait, un patient lambda, quelqu'un qui est en souffrance, la souffrance, t'es face à des gens qui sont tout le temps en souffrance. Enfin, quand on est à l'hôpital, souvent, c'est qu'on souffre. Et donc, en fait, la souffrance, t'es égal à, t'es démuni de quelque chose. Et donc, tu bois la parole de la blouse blanche. Mais quand la blouse blanche te regarde et a un tout petit peu d'humilité et ose dire parfois, je ne sais pas. Moi, c'est ça que j'ai apprécié dans mon accompagnement neurologique. J'en ai vu 7 avant de trouver mon neurologue. Dans les 7, j'ai jamais entendu un homme ou une femme me dire, je ne sais pas. J'ai toujours eu quelqu'un qui me disait, voilà ce qui va se passer. Voilà le traitement qu'il faut que tu prennes. Fais-moi confiance. Mais il m'a jamais demandé comment je m'appelais, il m'a jamais demandé ce que j'aimais dans la vie. Et la phrase qui a tout changé, c'est quand mon neurologue a regardé mon dossier, où j'avais dit, bah voilà, je veux partir en Nouvelle-Zélande, en Birmanie, en Mongolie, je venais de perdre la vue. Il m'a dit, bah vous êtes taré. Enfin, c'est pas possible. Et là, il m'a regardé et il m'a dit, ok, je vous fais confiance. Et le pouvoir de cette phrase-là, incroyable. Il m'a pas dit, punaise, je suis guérie, punaise, je vais prendre un traitement. Il m'a dit, je vais vous accompagner dans votre projet parce que c'est ça qui va vous donner les rênes et c'est ça qui va vous donner de l'espoir. Et j'aurais pu dire, je veux élever des pingouins. J'aurais pu dire n'importe quoi. Mais de ne pas être jugé par le corps médical, je pense que ça change des vies. Et je pense que il faut trouver le bon médecin. Et parfois, il faut prendre un peu de temps parce que le premier médecin qu'on rencontre n'est pas forcément le bon. Et c'est ça que je dirais, moi, à tous les neurologues, à tous les médecins, à tous les cardiologues, à tous les cancérologues. C'est singulier, la maladie. On est tous singuliers. Il n'y a pas une femme là qui se ressemble. Il n'y a pas une histoire d'amour qui se ressemble. Il n'y a pas une histoire professionnelle qui se ressemble. Donc, en fait, on ne peut pas dire ce qu'il faut faire. Il faut s'adapter. Donc, je comprends que le neurologue n'est pas le psychologue. Mais le neurologue doit accompagner l'idée farfelue du patient. S'il en a une, même s'il pense que c'est une connerie, c'est de lui dire d'aller déjà dans son sens de sa folie, parce que c'est sa folie qui peut le guérir aussi. Il n'y a pas que le médicament qui guérit les maux et MAUX et les paralysies qu'on peut avoir dans le corps, et ça, Dieu sait que j'en suis convaincue.
Merci Marine de t'avoir entendu parce que je te suis depuis pas mal d'années du coup. Et du coup, j'ai l'impression de voir une star devant moi. Donc, non mais de l'avoir en vrai en fait. C'est comme quand on voit quelqu'un de hyper connu, on est hyper heureux de l'avoir et c'est hyper touchant. Et ma question c'est, est-ce que tu penses que tu as déjoué les pronostics qu'on t'avait annoncés et comment tu ressens ça? Non, pas du tout. Et Rosie, elle est dans ma tête, elle est active dans mon cerveau, ça fait 10 ans qu'on vit ensemble. Je sais pas, je répète toujours ça, c'est que on sait pas là ce qui va se passer quand vous allez rentrer à vélo, en métro, en taxi, je n'en sais rien, à pied, quand vous allez traverser la route. Je sais pas moi ce qui m'attend avec ma Rosie. Je peux perdre la vue demain matin, je peux perdre les jambes demain matin, je peux perdre un bras, je peux perdre l'autre bras. C'est une maladie qui peut toucher à tous les membres, qui peut toucher aussi au sens. Donc en fait, moi je suis là aujourd'hui devant vous et j'essaye d'avancer comme ça. Ma maladie, pour le moment, on cohabite. Elle me laisse plutôt tranquille, donc j'ai beaucoup de chance. J'insiste sur le fait que je ne représente pas la sclérose en plaques. Je ne suis pas la sclérose en plaques. La sclérose en plaques, c'est comme le cancer. On n'est pas un cancer. On est juste quelqu'un qui a croisé le chemin d'une maladie. Et comment on va faire pour cohabiter un moment avec elle? Est-ce que cette maladie va nous emporter? Est-ce que cette maladie va créer d'autres choses? On ne peut pas le savoir. Donc moi, aujourd'hui, je suis avec elle. Et on verra si elle me décide de voir les choses et la vie d'une autre manière. En tout cas, une chose est sûre, c'est que j'ai des paillettes sur mon casque de vélo et que si jamais je suis handicapée, je mettrai des paillettes sur mon fauteuil roulant. Merci beaucoup Marine. Je crois que je peux te dire au nom de toutes que tu nous as fait du bien. Vraiment ce soir, voilà, moi c'était vraiment un kiff de pouvoir. Mais moi aussi les filles. Ce soir être interviewée et je regrette pas du tout ce choix qu'on a fait en t'invitant. Donc un grand merci. Merci à toi, merci beaucoup. Merci à vous. Merci, c'est gentil. Merci mesdames, merci beaucoup.